On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h30 aujourd'hui, Isabelle Motro. Philippe Alfonsi. Jérémy Michalak. Jérôme Bonaldi. Et puisque nous ne reculons devant rien, mesdames et messieurs, pour remplacer aujourd'hui et Titoff et Pierre Bénichou, car elle est capable de le faire à elle toute seule, Daniel Evenou. Non, c'est vrai, Daniel, on pourrait même faire l'émission que tous les deux, je crois. Eh ben, commençons. Hein, franchement. On va vous laisser. Appelle Fabrice Eboué et dis-lui on t'a remplacé par Daniel Evenou. Juste pour savoir ce que ça lui fait. Ça va lui faire plaisir. Vous êtes en forme, Daniel? Oui, je suis très heureuse d'être là. Ah oui? Oui, je suis très heureuse. Hier, je suis allée boire. Et moi, oui, je vais boire hier soir. Eh bien, je vais te dire, c'est bon. T'avais oublié? Quoi? Non, je peux pas oublier parce que je le reprends tous les jours. Mais enfin, depuis la veille, j'avais pas bu. C'était bien. Il y avait des musiques de ma jeunesse. Et c'était où cet endroit? Oh là là. N'exagérez pas quand même. Enfin, du cercle d'hiver, voilà. On avait un monsieur jockey, comment on appelle ça? Un disque jockey qui m'a fait plusieurs, pas qu'à moi, à lui. Il a trouvé des disques de notre époque. Même Des rouleaux, tu veux dire de... oui. Même si vous n'avez que 20 ans de moins que moi. 20 ans. Oh merde. Mais vous avez mis des disques que je comprenais, voilà. Parce que le DJ était... Laurent Ruquier. J'ai de la chance qu'elle efface pas. C'est gentil. C'est vrai. Non, je vous ai vu danser, Daniel Evenou. Même Philippe Alfonsi, je l'ai vu à un moment donné. Tu rigoles. Lever le coude. Oui, voilà. Non, on peut faire les deux. J'ai levé le coude. Moi, j'ai même dansé avec Sylvie et une bouteille de champagne en même temps. Avec Sylvie? Avec Stevie. Ouais. Le soir, on l'appelle Sylvie parfois. Qu'est-ce que vous avez dansé avec Stevie? On peut savoir. Je ne sais pas, on était serrés. La Macarena. Le Macarena. Oui. La Macarena. Ouais, j'étais sûre que tu connaissais. Macarena. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Et après on chante. Ça fait déjà 5 minutes, hein. Bon. Il va même remplacer les disques, dis donc. C'est incroyable. Cette émission de radio, c'est une after pour toi. Oui. Ça avait l'air sympa cette fête de jeunes. Ah non, dites, j'ai passé aussi Muse, j'ai passé Gossip. Et vous avez pas des places pour aller voir Muse, vous, par hasard? Mais oui, alors je comprends pas. C'est vous qui les avez fait démarrer en France et vous n'avez pas réussi à obtenir 2 places pour aller au Stade de France ce soir. Parce que j'ose pas aller mendier des places de concert et alors, je crois qu'ils m'ont oublié. Aucune reconnaissance. On lance un appel aux producteurs, aux concierges du Stade de France, enfin à qui pourrait trouver des places pour Muse, pour Jérémy Michalak. Rappelez quand même que vous les avez fait démarrer quand même. Ouais, mais c'est vrai ça? Non, je les ai pas fait démarrer. Ils étaient très peu connus et j'avais une petite émission de télé musicale sur le câble et je dois faire partie des premières personnes qui les a interviewés en France. C'est un peu le Michel Drucker de Muse. Dis donc. C'est un peu ça, ouais. Sauf que Michel Drucker, il n'a pas besoin de lancer des appels, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Je voudrais quand même signaler à Europe 1 que il faudrait arrêter. Là, je sais pas, il y a quelqu'un dans la station qui fait des décalcomanies sur les vitres. Et si bien, alors c'est dommage parce qu'avant il y avait par avant toujours il y a des beaux garçons et des belles filles qui passent derrière la vitre régulièrement pour nous admirer. On est un peu comme un zoo ici. Et alors on les voit plus. Laurent. Parce qu'ils nous ont mis des. C'est quoi? C'est la chronique de Jérôme. C'est la chronique de Jérôme. C'est vous? Oui. Le con qui a fait ça? On va arrêter Bonaldi. Non mais... C'est fait ça ce matin, à l'aube. On voit plus les gens derrière la vitre. Oui, mais ça, les c'est gens une derrière bonne la vitre, ils sont contents. Ils avaient jusqu'ici une atmosphère un peu dure, froide, Non, mais là, métallique. ils Et là, ils ont c'est un vitrophanie, enfin un transparent qu'on met sur les vitres. Un quoi? Vitrophanie. Un vitrophanie. Oui, enfin un transparent que tu mets sur les vitres, tu sais, tu mets. C'est pas transparent votre truc. Mais oui, mais ça fait des petites fleurs, ça fait des coquelicots. T'as le droit à des pensées, des coquelicots, des roses. Mais Laurette n'est contente de moins nous voir et de voir plus de fleurs. Non mais imaginez, vous avez une fenêtre qui donne sur un environnement urbain, sur un cimetière, sur un truc triste et moche, un mur gris.
Bon, et ben hop, vous mettez ça à la place, ça laisse passer la lumière, et c'est quand même comme s'il y avait des fleurs. Comme Cher Laurent, c'est signé Christophe. Non, parce que 5 minutes d'Evenou et 3 minutes de Bonaldi, ça va. Cher Laurent, c'est signé Christophe. Dans l'émission de jeudi, Joujou avait un petit coup de déprime. Ouais, c'est vrai. Ah bon? Eh oui. Allez, mon Joujou, c'est pas grave. Rentre chez Pépère. Crois-moi, j'ai de quoi te remonter le moral. C'est signé Christophe, cuir actif. Je ne les invente pas, les mails, moi, monsieur. Cuir actif. C'est votre vie, ça, monsieur Michalin. Vous devriez avoir honte. Il devrait savoir, Christophe, qu'il n'est pas cuir, il est néoprène. Exactement, ça. n'a Une rien à voir. histoire pour Merci, Philippe Jérôme. Alfonsi. Je sais pas pourquoi c'est pour vous. Alors c'est là. Thierry qui dit, c'est Philippe Alfonsi qui m'avait raconté cette histoire il y a quelques années. Peut-être s'en souvient-il encore. Savez-vous pourquoi les prostituées n'ont pas de poils sur le pubis? Oui, ça serait tout à fait mon genre, raconter des histoires comme ça. Ça, c'est vrai. Hein. Essayez. Il en connaît qu'une, c'est celle-là, il la raconte tout le temps. Pourquoi les prostituées n'ont pas de poils sur le pubis? Bah, essayez de faire pousser du gazon sur une autoroute. Ça, c'est immonde. Alors là, C'est immonde, Alfonsi. Philippe, je ne te fais pas mes compliments. Ah ouais, quelle honte. Alors, C'est vraiment du Alfonsi que j'aime pas, ça. Ouais. Alors là, Ah, parce qu'il y a du bon Alfonsi, mais il y a du mauvais Alfonsi. Et ça, Ouais, c'est le côté obscur d'Alfonsi. c'est pas bien, Philippe. Non, non, je reconnais. Bon, bah, moi, c'est quand même dans Les Bien Raconte que j'ai fait votre connaissance la première fois quand j'étais enfant. Je confonds deux émissions. Il pourrait, oui. Vous il vous souvenez pourrait. pas des Bien Raconte? Eh non. Mais c'est- si. tu confonds avec Gilbert Montagnier, je crois. Mais non, c'était à 8h moins le quart, j'étais enfant, à 8h moins le quart, il y avait une petite musique. Et puis il y avait plein de gens qui venaient raconter des blagues. Ah oui, et Alfonsi il était déguisé en orange, une sorte de gros bonhomme. Non, c'est pas il ça. mangeait du gloubi boulga. Et Bien Raconte. Et puis après, il y a eu Alors Raconte. Parce qu'ils avaient un peu changé la formule. Mais là, c'était une chanson. Alors raconte comment ça s'est passé, ta 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 ta, pendant qu'on t'attendait. Bonjour Delphine. Bonjour à toute l'équipe. Il était temps que vous arriviez, vous savez Delphine. Hein. Vous êtes en forme, je vois ça. Ah, vous êtes dans le Calvados, à Anfreville. Fréville, voilà. Et où c'est exactement Anfreville? Et à 10 km de Cabourg. Ah, très bien. Oh, c'est joli par là. Hein. Sympa. Et on a une très belle région. Ah ben, est-ce qu'il y a encore le festival du film romantique? Normalement, c'est au mois de juin. Oui, oui, c'est la semaine prochaine. Ah, la semaine prochaine, vous voyez, hein, finalement, j'ai bien fait de l'annoncer alors. Ah Le Oui, festival ça du fait film pub pour la romantique. région. Oui, Vous connaissez pas le à festival du Cabourg. film romantique? Philippe Ah, Alfonsi, il va toujours pour raconter sa blague. Il y a qui d'annoncer cette année au festival du film romantique à Anfreville? Sandrine Bonner et pour les autres, je peux pas vous dire. Peut-être Sophie Marceau. Ah oui, ah bah, ça c'est quand même la comédienne romantique par excellence. Oui, complètement. Sophie Marceau. Et faites quoi vous Delphine dans la vie? Moi, je travaille dans une grande entreprise où on fabrique des camions. Alors vous pouvez donner le nom? Vénarde. Chez Renault Trucks. Pourquoi tu rêves de fabriquer des Ah, mon camions? rêve, ce serait de traverser l'Amérique avec un gros camion. On peut t'organiser ça. Comme Sylvester Stallone, vous savez, quand il traversait. Sylvester, hein, Stallone. Enfin, je rêve d'un gros camion. Ouais, d'accord. Mais pas d'un camionneur, hein. Benjamin est à Jérusalem. Bonjour Benjamin. Bonjour Laurent, bonjour à tous, bonjour Delphine. Qu'est-ce que vous faites là-bas en Israël? Je travaille, je suis ingénieur informatique. Ingénieur informatique. Quelle est l'ambiance après Jérusalem? Jérusalem, ouais, c'est en Espagne. l'ambiance est un peu meilleure qu'en début de semaine, on va dire. Bon, mais alors vous faites votre travail là-bas depuis combien de temps à peu près? Je suis monté en Israël depuis 1998, ça fait 12 ans. À 12 ans. Vous êtes monté en Israël. Oui, mais comment? vous- Pourquoi on dit monter en Israël? Parce que l'action de venir en Israël s'appelle monter en hébreu. Ah bon? C'est une traduction littérale. Ah, comment on dit en C'est hébreu? joli d'ailleurs. Alia. Est-ce qu'il vaut mieux être monté en Israël que descendu en Palestine? Bon, moi je veux pas me mêler des conflits. C'était juste pour faire un mot. Hein. Oh là là. Oui, j'ai bien compris. Ah, oh là là. Moi, alors, vous savez, moi je suis normand. Déjà qu'on a du mal à réunir la Haute-Normandie et la Basse-Normandie. Alors vous imaginez bien Israël et la Palestine. Alors là, oh là là. Bon, alors Benjamin, vous êtes prêt évidemment à affronter Delphine et à gagner, pourquoi pas, l'appareil photo FinePix HS10 de chez Fujifilm. C'est le dernier jour où on l'offre, alors il faut vraiment en profiter aujourd'hui parce que la semaine prochaine ce sera des beaux voyages. Mais il est très bien cet appareil photo. Il est formidable cet appareil. Hein. Mais plus de 400 €, hein. Mais c'est un beau cadeau. Puis en plus, on peut enlever les objectifs. Non, vraiment très bien. Simone Melchior et Francine Triplet ont un point commun, Delphine et Benjamin. Lequel? Simone Melchior et Francine Triplet ont un point commun. Lequel? C'est en rapport avec le cinéma? Du tout. Cousteau?
C'est-à-dire L'épouse de Cousteau. Elles ont toutes les deux L'épouse de Cousteau. Non, des enfants. Les deux. Des enfants avec Cousteau. Il n'était pas polygame. Elles ont toutes les deux. Mais un verre. Divorcé avec Cousteau. Oui, bon. Oui, bon là c'est facile. Oui, Benjamin. Alors là, Benjamin. Hein, franchement. Non, mais c'est Delphine qui a gagné, c'est clair. Ah bon. Non, la Benji, là, faut pas déconner quand même. Elle a gagné, Delphine, son appareil photo Fujifilm. Allez, on le dit encore. Oui, il fallait tout simplement dire. Fallait tout simplement dire qu'elles ont été toutes les deux mariées à Benjamin Cousteau. La première, c'était... Benjamin Cousteau. J'ai dit Benjamin Cousteau. Oui. C'est Benjamin qui m'obsède. C'est Benji. D'ailleurs, vous l'appelez déjà Benji. Eh ouais, c'est Benji. Ah bah, bon, je suis sûr qu'on vous appelle Benji un peu partout. Pas trop, non. Ah non. Ben alors, non? Ben plus en Israël, oui. Bah, en tout cas, Simone Melchior fut la première femme du commandant Cousteau et la deuxième, Francine Triplet, avec qui il a eu 2 enfants avec chacune, en fait, tout simplement. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et ça va permettre à Delphine de remporter donc ce bel appareil photo. Benjamin, vous retenterez votre chance. Avec plaisir. Ben oui, on sera ravis de vous accueillir à nouveau. Merci à tous les deux. 16h17 sur Europe 1, c'est On va gêner, c'est avec Laurent Ruquier et c'est avec des questions sur l'actualité. Mais ça rime, en plus, je travaille, mes lancements quand même. Quel article dans le Parisien commence aujourd'hui par celle-là, même Carrie Bradshaw ne pourra pas l'avoir. Carrie Bradshaw, c'est Sex and the City. Ouais, donc c'est une paire de chaussures. C'est-à-dire Ah oui, qu'elle t'a retrouvé. Une chaussure avec des lacets qu'elle t'a retrouvé. Parlez doucement, on n'entend pas. Raconte. Parle devant le micro. C'est vrai que la radio, c'est fait pour que tout le monde entende. Hein. C'est pas la peine de... 500 ans. Daniel, parle devant le micro. C'est ça le micro, c'est ça. Voilà. Oui, c'est la plus vieille. Remarquez, on lui a demandé de remplacer Bénichou, elle fait vraiment tout jusqu'au bout. C'est la plus vieille C'est-à-dire que normalement, elle remplace Bénichou, elle parle à côté du micro. Ouais. Et si elle remplaçait vraiment Titoff, elle serait pas là. Elle va te faire 2 coups, tu vas voir. Peut-être se mettre en culotte aussi. Fais-nous 2 coups. Non mais c'est la plus vieille chaussure à lacets. Ils ont trouvé les lacets et c'est ma taille. C'est ma taille. Mais c'est peut-être à vous alors. Oui. C'est du 37. Ils l'ont trouvé dans un pays lointain. On en aura une chacune. La plus vieille, mais non, ils n'ont pas trouvé la paire. Ils n'en ont trouvé qu'une. Alors elle était à qui? La plus vieille chaussure du monde, découverte en Arménie. Bonne réponse de Daniel Evenou. Elle date de combien alors je vais tout vous dire. Elle est vieille de 5500 ans. Wow. On l'a retrouvée dans une caverne en Arménie. Assez facilement d'ailleurs parce qu'il y avait une enseigne André juste au mais alors c'est assez incroyable. Elle est comment alors Ce sont des scientifiques qui ont découvert cette plus vieille chaussure au monde. L'info est parue dans une revue scientifique. Alors elle fait du 37 effectivement. Hein. Enfin elle fait du 37 la chaussure. Elle fait pas du 37. C'est ceux qui la mettent et qui faisaient du 37 évidemment. C'est une chaussure de femme. Alors elle aurait pu être portée par un homme de cette époque car les hommes étaient plus petits qu'aujourd'hui. Donc on n'est pas sûr que ce soit la chaussure dans la merde, hein. d'une femme. Elle a été conservée grâce à une recette miracle, un environnement sec, frais et constant. Le sol de la caverne recouvert d'une épaisse couche de fumier de chèvre a permis aux mocassins d'y rester incrustés. Je vais mettre ça maintenant dans mon placard à chaussures. Tu recouvres tout de fumier de chèvre. C'est une bonne idée. Ça conserve. Voilà. Alors on ne sait pas exactement évidemment à qui appartenait cette chaussure, mais attention, on avait déjà retrouvé des chaussures, les chaussures de la momie. Voilà exactement. Ah, comment vous savez ça vous? Oh bah lui, dès qu'il s'agit des objets. Attends, les momies avaient des godasses? Ah oui. C'est dingue ça. Non, parce que le Otzi est un Autrichien qui était monté en haut de la montagne, et il est pris par le gel, et pour ça qu'il est momifié par le gel. Ah d'accord. Il avait trouvé un type entièrement congelé. Et lui, il était de 5300, 5500 ans, je crois. Mais ses chaussures étaient plus élaborées, comme il y avait des lacets chez C'est comme on a retrouvé les petits chaussons des enfants courgeaux. Voilà. Eboué n'est pas là, mais son esprit. Fabrice Eboué sort de ce corps. Comment ça, quelle horreur? Laurent, mais qu'est-ce qui vous arrive? Si c'est pas moi qui raconte des histoires de putes sur les autoroutes. C'est ce que j'allais dire. Vous demandez à Eboué d'arrêter et vous continuez. Il n'est pas là, Eboué. Quand c'est comme ça, moi je remplace tout le monde, monsieur. Vous allez voir, je vais pas tarder à faire chier les autres aussi. Eh bien, Laurent, il aurait pu dire on va arrêter cette histoire parce qu'elle commence à nous lasser. Tu remplaces qui?
Là, ça sent vraiment la fin de la semaine. Là. J'y pense, une vieille chaussure découverte en Arménie, ce serait pas Charles Aznavour? Ça, oui. Il y a des chances quand même. Non, ce qui me fait rire avant toute chose, je vais vous dire pourquoi je me suis arrêté sur cet article, c'est parce que c'est quand même... Quoi? Le crottin de chèvre. Non, c'est pas le crottin de chèvre, je m'en fous du crottin de chèvre. C'est sympa quand même, ça conserve. Mais non, moi c'est toujours l'aspect journalistique, c'est la façon dont les journalistes traitent d'une info qui m'intéresse. Or, c'est quand même, le titre c'est Science, hein, évidemment, puisque c'est quand même scientifique. Le titre en dessous, Science, c'est en gros la plus vieille chaussure du monde découverte en Arménie, donc quand même, tu vois, c'est un truc important, c'est quand même un truc scientifique, quoi. Et l'article commence par celle-là. Même Carrie Bradshaw, la fashion victime de Sex and the City, ne pourra pas l'avoir dans son placard. C'est-à-dire que si même dans les articles scientifiques, on ne parle de trucs comme Sex and the City, le monde va à volo, monsieur. C'est une pointe d'humour sur l'info. Oui, mais en même temps, tu vois, c'était efficace. Parce que moi, j'ai tout de suite associé Carrie Bradshaw et les chaussures. Enfin, tu vois, il y a quelque chose quand même d'assez... Ah, ça c'est vrai, c'était bien vu. C'était bien vu comme accroche. Encore faut-il connaître Sex and the City. Ouais, c'est qui alors Carrie Bradshaw? C'est l'héroïne de Sex and the City et c'est dans la série donc une journaliste justement elle aussi qui raconte des histoires un petit peu voilà entre la psychologie et la vie sexuelle de ses congénères new-yorkais. Voilà. Et combien vous êtes paire de chaussures vous, Daniel Evenou? J'ai pas trop de chaussures. Je ne suis pas une femme qui dépense. Voilà. Je suis pas du tout coquette. Hein. Non. Coquette, c'est quelqu'un qui se change, qui se lave. Voilà. On y arrive. Qui est coquet. Oui, c'est voilà. ça. Voilà. C'est une bonne définition. Qui fait des efforts. C'est une bonne définition de coquet. Ça, je vais te dire, il se ferait moins chier à l'Académie française avec des définitions pareilles, tu vois. Bon, alors dis donc, comment aujourd'hui on va faire la définition de coquet? Il y a un vieux qui a dit coquet, c'est quand on est coquet. Très bien, parfait. Myriam Makeba, la chanteuse sud-africaine. Bah oui, alors plutôt que d'aller chercher des chanteuses colombiennes pour ouvrir la Coupe du Monde. Bon, alors Myriam Makeba, elle est morte en même temps. Alors, mais quand même, pour ça, mais quand même, il y en a d'autres en Afrique, des chanteurs et des chanteuses, plutôt que d'aller chercher de... Bon, vous me direz, de la colombienne, ça peut toujours servir au sport. Mais quand même, pata, c'était quand même mieux. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Qui a dit, je vous le dis très clairement, il est tout à fait possible que je me présente en 2012 à la présidentielle. Une femme, Boutin. Christine Boutin, bonne réponse. Non, pas du tout. Tu le savais ou t'as inventé? Elle les a en travers de la gorge, c'est 9 000 euros. Je l'ai entendu hier à la télévision. Elle a dit en même temps, comme vous le savez peut-être, c'est peut-être la question suivante, qu'elle renonçait à ses pépettes. Et voilà, c'était au journal de 20 heures de David Pujadas. Elle a annoncé effectivement qu'elle renonçait à son salaire de 9 000 euros. 9 500. 9 500. Oui, mais garde 500. Elle a dit, ni vu ni connu. Il n'y a pas de petit profit. Non, mais elle expliquait à Pujadas, évidemment, puisque c'était l'accusation du canard enchaîné, que non, on lui avait pas donné ce salaire pour qu'elle se taise, qu'elle ne fasse plus de déclarations antigouvernementales et qu'éventuellement, elle ne se présente pas à la présidentielle en 2012. Et d'ailleurs, elle compte le prouver en se présentant éventuellement en 2012 à la présidentielle. Maintenant qu'elle a plus le salaire. Du pognon, voilà. C'est idiot, en fait. Soit, non mais c'est ça en fait, soit... C'est un aveu à l'envers. Oui, soit elle gardait l'argent et elle se présentait en 2012, parce que là, effectivement, elle prouvait que c'était pas pour ça qu'on lui avait donné le salaire, mais il faut pas faire les deux, autrement c'est idiot. Parce que si on lui retire l'argent, enfin, ou si elle dit qu'elle ne veut plus de l'argent et qu'elle se présente, ça confirme. Ça prouve qu'on lui avait bien donné cet argent pour ça. Exactement. Là, c'est une très mauvaise stratégie, vous êtes d'accord? Mais je me demande si Christine Boutin est une bonne stratège. Hein. En fait, elle était comment? Moi, j'ai pas regardé hier soir. Racontez-nous, Daniel. Elle était habillée en rouge. Oui, d'accord. Et ses chaussures, alors? Ah, justement. Non, elle a expliqué que rien n'était anormal dans cette histoire. C'est vrai. Et que du coup, ça allait faire une jurisprudence. Voilà. Et ça, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire, tiens, moi j'ai 9 000 pour m'occuper des chaussures de Jack Lang ou d'un truc comme ça. Alors, ça va faire jurisprudence. Mais elle était souriante, mais on sentait qu'elle avait pleuré. Pourquoi vous avez cité Jack Lang? Vous pensez que Jack Lang, c'est du genre à accepter des missions rémunérées? Oui. Il
il accepte l'émission, mais il a bien dit, non, il a dit dès hier soir, je ne suis pas rémunéré. Tu sais, il a fait l'émission sur la Corée du Nord, un autre truc, mais j'ai pas touché un radis. Ce qui n'allait pas avec l'histoire de Boutin, c'est qu'en effet, c'est légal, mais c'est que tous les autres à qui on a confié des missions de ce style-là n'étaient pas payés. Il y a deux choses. Attali, Oliven, un certain nombre de gens comme ça qui ont fait des missions du même genre et qui n'étaient pas rémunérés. Tous les ministères qui avaient des chargés de mission gratos ont tous donné les noms. Ouais. Il reste ceux qui sont payés. Et je pense qu'il va falloir lire mercredi prochain la liste de tous. Bien sûr, oui, mais elle le disait elle-même. Elle disait ça va faire jurisprudence parce qu'il y en a plein d'autres comme moi qui touchent de l'argent. Voilà. Mais alors moi je savais même pas qu'elle avait l'âge de la retraite, Christine Boutin, parce qu'elle manifestement elle touche une retraite, c'est ça en plus. De parlementaire. Oui, mais alors c'est quoi la retraite, l'âge de la retraite des parlementaires? Non, c'est à partir du moment où tu n'es plus parlementaire, tu touches une retraite de parlementaire, même si tu as 30 ans. Il faut avoir fait plusieurs questures. Plusieurs quoi? Questures. Des questures. C'est-à-dire que lorsque oui mon cher, vous êtes député plusieurs fois. Oui. Voilà, donc il y en a qui ont fait quatre questures, et quand vous avez fait 4 questures, vous voyagez gratuitement. Si vous n'en faites que 2,5, 50%. Ah mais demandez-moi. Ça, elle en a sauté des députés pour savoir ça. Bon, celui-là, ça va pas que de questures. Et est-ce que le conjoint... Celui-là, il a une sacrée paire de questures. Et Daniel, est-ce que le conjoint ou la conjointe a le droit aussi à des réductions? Au 50% sur le train, oui. Mais vous avez vu ça à l'Assemblée nationale, on a retrouvé un vieux cachot il y a 15 jours de ça. C'est monsieur Accoyer qui l'a fait visiter aux journalistes. Il y a un cachot à l'Assemblée nationale où on pouvait enfermer quelqu'un pendant... Et il y avait quelqu'un dedans? Non, là on a retrouvé personne, mais on pourrait... On mettait qui là-dedans? Alors ça c'est la question. Moi je me suis posé, on nous a pas dit qui on avait pu cacher dans ce cachot. Jeanne d'Arc, non? Non. Il n'y avait pas l'Assemblée nationale à l'époque de Jeanne d'Arc. On a trouvé dedans, ce qu'il y a, c'est le contrat de sa mort. Comment ça, le contrat de sa mort? Comment on appelle ça? Non. Le procès de Jeanne d'Arc. Oui. C'est ça qui est à l'Assemblée nationale. Ce qui est bizarre avec Daniel, c'est que tout vient, mais pas dans l'ordre. Vous avez remarqué ça? Faut faire le tri, faut trier, mais bon, on peut y arriver. Le procès de Jeanne d'Arc dans les cachots de l'Assemblée nationale. En ce moment, ce sera la question suivante, autant enchaîner dans ces cas-là. On voit beaucoup de les patatas. Qu'est-ce que les patatas? Des patates? Qu'est-ce que les... Non, attendez, j'ai pas dit des patates, j'ai dit en ce moment, on voit beaucoup de les patatas. Qu'est-ce que les patatas? Un instrument de musique? Oui, bravo. Oh non. On a dit par hasard, mais voilà. C'est le sixième sens. Non seulement ça sort pas dans l'ordre, mais ça sort tout seul. C'est vraiment... C'est magique. Alors, comment on appelle aussi les patatas? La Venezuela, Là. C'est la corne de brume qui fait un bruit d'éléphant, c'est ça? Sud-africain. Ah, c'est sud-africain, oui, c'est la petite trompette en plastique qui fait un boucan du diable. La quoi? Zouzuela? Non, pas Zouzuela. La vuvuzela. Vuvuzela. La vuvuzela. Bonne réponse de Daniel Evenou et Jérôme Bonaldi. Qu'est-ce que ça fait comme bruit alors là? C'est comme une corne, hein. Certains s'en plaignent. Ça fait un bruit d'enfer. C'est voilà, autour des matchs, autour des stades, on voit tous les Sud-Africains souffler dans leur corne, leur vuvuzela. C'est une sorte de trompette en plastique d'1 mètre de long, utilisée par les supporters de football, la vuvuzela. On appelle ça aussi les patatata, les patata. Voilà. Et alors il y a des tas de termes comme ça qu'il va falloir apprendre pendant au minimum 3 semaines, puisque alors vous avez évidemment donc la vuvuzela qui est la trompette dans laquelle on souffle. Comment s'appelle par exemple le ballon de la Coupe du Monde? Ça, est-ce que vous avez... Ballon de foot. Djabulani, voilà, hein, très bien. Daniel, je vous fais répéter après, attention. Hein. Pourquoi est-ce qu'il a un autre nom? Parce que chaque année, c'est le sponsor Adidas, je crois, à moins que ce soit l'autre, on s'en fout, qui donne un nom, et comme ça on en vend plein. Et le petit léopard qui est la mascotte du mondial, petit léopard à la crinière verte, s'appelle... avec un Z encore. Ah bah oui, forcément. Oui. Zébulon. Non. Zakumi. Hein, voilà. Les Sud-Africains, les garçons, on les appelle les... Tout le monde le dit quand même. Bye bye. Mais non. Balabala, non, c'est... Oh là là. Piou. Les garçons. Mais oui, comment on appelle les Sudafricains? Les pauvres. Mais non. Oh là 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 là. Enfin, je vais placer boué. Mais non, enfin voyons, les bas. Les balabala. Mais non.
non, les Bafana Bafana. On n'entend que ça depuis des mois, enfin. c'est vrai, ça. Oui, les Bafana Bafana. Non, là, il faut vraiment que je vous fasse réviser avant ce soir. Hein, c'est terrible, ça. Alors, bon. Et puis, vous avez aussi les casques de mineurs qui sont sculptés et ornés de photos ou de slogans. Et ça, on appelle ça les macarapas. Ah bon, bah alors là, il va falloir vraiment retenir tous ces noms-là. Bon, on va voir si Daniel déjà a retenu. Alors, Daniel, la trompette, ça s'appelle... Patata. Non, pas tout à fait, mais pas loin quand même. Mais alors ça, c'est le mot que moi j'avais donné. Les patatas. Les patatas. Mais ça s'appelle aussi la vuvu. Vuvuzela. Non, la vuvuzela. Bon. La vuvuzela. Bon, les garçons sud-africains, on les appelle les... Bafana. Les Bafana Bafana. Non, mais alors écoutez, si je vous apprends des choses et vous mais on n'a pas pris de crayon et de papier. Enfin, il faut pas un crayon, un papier, il suffit d'une mémoire. Je l'ai pas emmené. C'est quand même assez terrible, ça. Et alors la mascotte, Michalak, la mascotte, elle s'appelle Zakumi. Bravo, voilà. Joujou, c'est le meilleur. Dire Joujou, c'est son surnom sud-africain. Hein. Je vais me souffler dedans comme le Vuvuzela ou pas? Ça m'étonnerait que votre Vuvuzela fasse 1 mètre de long entre nous, hein. Pas loin. Et n'oubliez pas votre macarapa. C'est quoi macarapa? Le casque, sur couvert. Ah, très bien. Vous aussi, Bonaldi, vous avez noté les noms, alors. Oui. Il y a qu'Alfonsi qui travaille pas dans cette émission. Aucune mémoire. Surtout en quoi qu'est-ce que c'est que cette langue? C'est du Swahili. Du Swahili, tu vois. Voilà. Non, c'est du dialecte zoulou, tout simplement. C'est zoulou. D'où la présence des Z un peu partout. C'est comme pour la Bretagne, Daniel, vous voyez. La Bretagne, il n'y a pas de Z. Il n'y a pas de Z, hein. Bah, le pays de Braise. Ah. Oui, et alors? Et après, d'autres Z. D'autres Z en breton? Comment est-ce qu'on dit crêpe? On dit crampouze. Vous avez raison, tacos, grand-père, mangos, voilà. grand-mère, Crampouze, la crêpe. Amococadise. Tas de trucs bretons très célèbres. Kérosène. Les cramps. Kérosène. Carsozon. Qui revient lundi et nous dans un instant après la pub. On va gêner se poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec comme équipe aujourd'hui autour de Laurent Ruquier, Isabelle Motro, Daniel Evenou, Philippe Alfonsi, Jérémy Michalak et Jérôme Bonnetti. Qui a envoyé un SMS à l'équipe de France de football, SMS qui disait: à la veille de votre premier match, je souhaitais vous faire part de ma confiance et de mon soutien. Défendez nos couleurs avec tout votre cœur. Tous les Français sont derrière leur équipe et vous encouragent très amicalement à vous. Déjà, c'est quelqu'un qui a pas mal au doigt parce que c'est, à mon avis, c'est pas Sarkozy, il l'a fait par téléphone. C'est pas Nicolas Sarkozy. Mais c'est pas lui qui l'a écrit, visiblement. Pourquoi? Ça doit être un mec important pour qu'on en parle et je le vois mal écrire tout ça. Écoutez, à la veille de votre premier match, je souhaitais vous faire part de ma confiance et de mon soutien. Défendez nos couleurs avec tout votre cœur. Tous les Français sont derrière leur équipe et vous encouragent. Alors c'est copé. LOL, il a ajouté LOL. MDR, mort de Raymond. Bon, est-ce que c'est ta politique? C'est politique ou Oui, pas? ta politique. Copé. Non, pas Fillon. Copé. François Fillon, évidemment, le Premier ministre. Bonne réponse de Zouzou. Il n'y a que lui pour envoyer des trucs pareils. Et ça peut tout changer. Ah oui, Ça peut tout changer. Quand elle soutient Fillon, je sais pas si tu vois la forme qu'a le gouvernement. Franchement. Et puis c'est ce côté hilar qu'il a, sympathique. Ah ouais. Dynamique. Je me demande s'il est pas moins gay que Raymond Domenech. Oui. Il est aussi bon en communication. C'est vrai quand tu penses quand même qu'on est dirigé par Fillon au gouvernement et Domenech pour les Bleus, putain quel pays de déconneurs. Non, c'est vrai, ça fout la trouille quand même. Vivement qu'Alain Juppé revienne. Vous serez tous devant le match, évidemment, c'est quand à 20h30. Sauf ceux qui sont au Stade de France, excuse-moi quand même. Hein. Pour aller voir Muse. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ceux qui choisissent d'aller au stade pour aller voir un concert. Il y a les mauvais Français, genre... Michalak, vas-y. Merci. Et puis les autres. Daniel, vous serez devant votre poste. Bien vous. sûr. Et alors? Mais j'ai appris même à trouver la chaîne. C'est sur TF1, c'est pas dur quand Je même. crois que c'était sur Canal+. Mais non. Et j'ai plus Canal+ depuis quelques jours. Alors là, il y a un truc dément. Il y a écrit sur mon écran, si vous voulez de nouveau Faut payer. Là, de vous nouveau pouvez... Canal+, il faut que je téléphone. Mais faut que tu payes surtout.
Mais c'est toujours payé. Ah bon? C'est prélevé sur mon compte. Bah, Bref. peut-être que vous n'avez plus d'argent sur votre compte. Ah oui. Si. Mais comment ça se fait? Avec ce que vous buvez. Si, parce que je travaille beaucoup en ce moment. Ah, qu'est-ce que vous faites, Daniel? Bah, dites-nous tout. Oh, bah écoutez, je remplace quelqu'un qui vient de mourir. Ah, mais oui, c'est Ginette Garcin qui nous a quittés. Ah bah oui, c'est pas Denis alors- Sauper. Hein. Ah oui, c'est pas Il y a 3 semaines, Pascal Héritier, que vous connaissez, vous êtes parti en tournée avec lui, Laurent. Un Marie beau Laforêt est spectacle. partie en tournée avec lui, par exemple. Et puis, l'autre jour, il m'appelle en me disant, voilà, Ginette n'est pas bien. Et je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour la pièce de Baffy? Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Deux. Toc, 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 toc. Non. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je voudrais que tu remplaces Ginette. Mais je dis, Ginette, c'est vrai, elle pourrait être ma mère. Et il me dit, là, je n'ai pas d'âge. C'est une vieille fille, elle peut avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans. 40 ans, je lui dis, ah, c'est Mais alors très pourquoi bien. ils n'en ont pas pris une de 20 alors? Mais- Et c'est vrai qu'il y a du coup, c'est normal d'aller voir. Ça va être 2 mois à Lyon, la Tête d'Or. Donc je suis allée voir Ginette il y a 5 jours. Elle était bien sûr sous perfusion, mais je trouve en pleine forme et drôle. Ah oui. Oui, mais drôle vraiment. Et puis hier matin, fini. Ça fait tout drôle, non? Et c'est quand la première alors? Le 14 novembre, Et ils ont- décembre, janvier, Ah. septembre. Très bien. Et ils ont prévu encore quelqu'un d'autre au cas où? C'est du 14 septembre au 14 novembre à la Tête d'Or. Prévenons Claude Sarraute au cas où. Hein. Tu vois, qu'au pied levé, elle puisse. Et qui y a d'autre dans la pièce? Gérard Hernandez. Ah bah très bien, alors. ouais, bon, Que des amis alors. Voilà. Bon, on a une petite pensée pour Ginette Garcin, Ouais. qui était quand même une comédienne qui a tourné de façon incroyable pendant des années. Quel âge elle avait là quand elle nous a quittés? 83. 83 ans quand Qui a même. écrit Le Clan des Veuves, qui a été un carton, et qui a vécu une grande histoire avec un monsieur qui s'appelait Beauvais, qui était le meilleur ami de Jean-Yann. Oui, vous n'allez pas prendre le boulot de Philippe Alfonsi, Voilà, c'est lui qui fait les morts. Elle d'habitude. remplace tout le monde Elle aujourd'hui. remplace tout le monde. Oui, c'est vrai. Vous voulez pas chanter à la place Dans du les bras de si, Jésus. alors. Dans les bras de Jésus. Tant qu'on y est, non mais enfin franchement. Les bras de Jésus. C'était ça qu'elle chantait. On était parti du football là, il me semble. Oui. Absolument, oui. C'est ça. Hélas, oui. Et ben voyez, ça nous a permis quand même de parler de Ginette Garcin qu'on écoute sur Europe. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Eh oui, on a un peu changé l'heure de la rubrique de Jérôme Bonaldi, mais c'est normal, c'est vendredi aujourd'hui et tout à l'heure, juste avant 18h, c'est Monique Pantel qui nous parlera cinéma. Alors voilà, 1 heure avant, nous demandons à Jérôme Bonaldi de nous présenter ses objets de la semaine. Et qu'est-ce que c'est que ce petit casque que vous nous avez apporté? Bah, vous aimez la radio, vous avez un casque sur les oreilles, vous aimez le chocolat, les gourmandises. Ah, c'est du Dalloyo. chocolat. Oui. Vous me rassurez parce que je venais de le casser, j'ai eu la trouille que ce soit un truc super. Mais justement, c'est très fragile, c'est vendu dans une toute petite boîte, c'est Dalloyo qui fait ça, c'est un casque en chocolat. Donc ça se mange alors. Et ça se mange, c'est fait pour être mangé. Pour une fois, vous allez pouvoir manger votre casque radio. dis donc, ça, C'est fait dans les ateliers de Courbevoie. Mais pourquoi vous Dalloyo. nous donnez ça? C'est Oui. pas Pâques? Non, mais c'est marrant, justement, C'est tout le joli, monde hein. parle, attends, tout le monde parle de chocolat, mais en même pas qu'on Mais en a ras-le-bol. dis-moi, ça sert vraiment à rien. Le chocolat ne sert à rien. C'est mâcher. comme la poésie, la musique, la culture, ça sert à rien. Non mais elle a ça n'est pas pas raison, productif. Daniel. C'est pas Pâques, donc il n'y a pas de Non. raison de nous parler de chocolat. C'est pas la fête de la radio, il n'y a pas de raison que ce soit un Oui, c'est casque. ça. On se Mais demande c'est un pourquoi croquet. Pourquoi ils ont fait un casque Mais Pourquoi on fait pas obligatoirement du truc marketing, programmé. Ah, c'est, d'accord, ne d'accord, sait d'accord. pas qu'on va faire du chocolat, gna gna gna. Justement, soyez un peu inventifs. Allez, soyons fous. Soyons fous. Prenez par exemple un thé. Mais un thé glacé. On dit, du thé glacé, c'est chiant à faire. Il faut d'abord que je fasse le thé avec de l'eau chaude et ensuite que je fasse refroidir l'eau chaude. Non! Voici la première infusion fresh. Pourquoi, Infuse. attendez, pourquoi faire refroidir l'eau chaude? Il suffit Bah. de faire avec de l'eau froide. Et vous réussissez, déjà fait vous, à du faire thé avec de l'eau infuser. froide? Vous avez déjà fait infuser du thé avec de l'eau froide? Fais pas. On dit pas j'ai fait infuser, j'ai fait une fusée, monsieur. Tenez, je vous laisse faire. C'est d'une simplicité évangélique. J'ai pas compris. Non, mais il faut de l'eau chaude pour faire du thé. D'accord, bon, et après? Et après, comme on fait du thé glacé, il faut d'abord de l'eau chaude et après on la faire refroidir. Donc Bah, ça c'est peut- con. Bah oui. le C'est faire pour avec ça de que l'eau c'est froide. très embêtant le thé glacé. C'était embêtant avant l'arrivée par Twinnings of London de Fresh, le thé aromatisé qui infuse dans l'eau froide. Voilà. Vous Et après, sortez. et une fois que c'est bien froid, vous le faites bouillir. Mais il est bête. Je vous ai amené de l'eau fraîche. Ça ressemble à une infusion très habituelle. Vous savez, avec le petit sachet comme ça, vous le mettez dedans et hop, vous remuez un petit peu. Je vous ai amené des agitateurs. Ah. Hop. C'est malin parce que c'est
quasiment 100% naturel, c'est lyophilisé. Enfin, un peu, c'est le même procédé que le café instantané. C'est vraiment bien d'avoir enfin du thé. On n'est pas obligé d'acheter des trucs tout faits. Là, on le fait soi-même, comme on veut, quand on veut, et on le fait infuser à la force. Dans de l'eau froide. Dans de l'eau froide, et même directement. glacé. Passez-moi vos 2 petits sachets, Joujou. Et vous avez également, alors, aromatisé pêche et aromatisé menthe, je crois. J'ai un bouquin de C'est passionnant pour l'instant tout ce que vous nous apportez, Bonaldi. Entre le casque en chocolat et... alors, c'est quelque chose qui va passionner au moins 5% de la population française, et en particulier les enfants. 5% de la population française? Mais enfin, monsieur, vous n'êtes pas sur Radio Notre-Dame, vous êtes sur Europe 1. Oui. C'est 100% de la population française. Non, mais parce que même si vous connaissez peu de monde, vous connaissez quelqu'un qui a des allergies. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont des allergies. Voici un petit bouquin vachement malin, un bouquin de cuisine chez Tana Éditeur, qui sont des recettes pour les gens qui ont des allergies, qui n'arrêtent pas de faire ce qu'on appelle des régimes d'éviction, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas manger de lait, de fromage, de laitance, de gluten, de farine, d'arachide, etc. Des casse-couilles, quoi. Non, mais ils sont de plus en plus nombreux, les casse-couilles. Et tu connais des casse-couilles. Et t'invites des casse-couilles, même toi. Présentez-moi plutôt une gourde. Alors, on s'en va. Vous avez vu comme mon visage? J'ai fait ça sans tourner la tête. Voici une gourde d'eau. J'ai fait pipi dedans. J'ai demandé à Daniel, ici présente, de cracher dedans. J'ai rajouté du cacaboudin, de la crotte, de machin, enfin tout, des bactéries. Il est devenu fou. Cet homme est devenu fou. Mais non, je vous rappelle que c'est bientôt les vacances. T'as passé une super journée, toi. Je vous rappelle que c'est bientôt les vacances, que vous allez dans les endroits dingues, fous, dans lesquels il n'y a pas d'eau potable. Vous serez obligé de prendre l'eau des ruisseaux, des rivières. Vous serez sûr de ça? Non. Heureusement est arrivé Catadine. La nouvelle gourde qui filtre tout. Ça enlève tout. Évidemment, les scories, les gros machins, les cacaboudins. Mais ça enlève les bactéries, les virus, les mauvaises odeurs. Il y a un filtre à charbon actif. On met dedans le filtre intérieur, le charbon actif. Et avant, je sais pas si vous vous rappelez de cette marque. Et comment on est sûr que ça a marché? Parce qu'il va faire goûter à quelqu'un. Parce que ça, c'est vachement important. Tu meurs pas tout de suite. Voilà. Parce que c'est fabriqué en Suisse depuis une quarantaine d'années et que c'est sûr et qu'ils n'ont pas eu toujours pas de plainte. En Suisse, il n'y a aucun mort. Il faut appuyer très fort. Le truc, c'est ça. C'est que, évidemment, pour que ça marche, il faut pomper à fond la caisse. Ça fait des années et des années que tous les gens, ceux qui vont au Vieux Campeur, par exemple, ils achètent ça. Ça, c'est le nouveau modèle, vraiment très pratique. Les gens du public, ils sont atterrés. Ils vont rentrer chez eux, ils vont dire, on était à l'émission de Ruquier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Bonaldi, il avait chié dans sa gourde. C'était vachement sympa. Il avait fait pipi dedans. Il y avait Daniel qui avait craché et Daniel avait des glaires. Je sais pas si vous voyez. Eh ben, on a bu la flotte quand même et on n'est pas mort. Elle n'est pas formidable, l'émission de Ruquier qui présente des produits extraordinaires que peut-être un jour on aura besoin. Ça se trouve au Vieux Campeur. Oui, et chez Decathlon. Alors les fameuses bandes adhésives pour fleurir vos vitres, celles que vous avez collées bêtement sur la vitre du studio. Mais je vous rappelle que ça peut se décoller aussi bêtement. Pourquoi on fait pas? Madame. Essayons. C'est du côté public ou du côté C'est le côté public. Voilà, madame, est-ce que vous pouvez essayer de décoller? Ce serait gentil, merci. Vous la blonde là, ouais. La blonde à lunettes. Mais non, mais vous allez regarder. Ah oui, effectivement. Imaginez. Allez-y, décollez. Voilà, vous voyez que ça s'enlève facilement. Écoutez le bruit. Oh là. Encore, mademoiselle. C'est bien, c'est discret. Mais il y a les fleurs qui restent. Mais ça reste sur la vitre. Il y a des bouts qui restent. Mais elle l'enlève mal, elle est pas douée. Ah non, mais alors ça, c'est extraordinaire. Alors. Vous venez de niquer une vitre à Europe 1. Mais non. C'est un simple adhésif, c'est à peine collé. Il y a... Elle n'ose plus y toucher, la dame. Pardon, mademoiselle, mais sincèrement. Est-ce que vous pouvez prendre une éponge maintenant pour voir si ça s'efface vraiment avec. Non, mais c'est fou ça. Mais sincèrement, vous avez une fenêtre qui donne sur un mur gris, sans avenir. Vous rajoutez ça, c'est transparent et vous avez le choix entre coquelicots, où on peut trouver ça pensées. En prison. D'un seul coup, votre pièce qui était une prison devient... mais je suis pour. Oui. Des lessives en bulle. C'est pas con. Il y a 2 dames, elles disent c'est pour nous, c'est pour nous. Pourquoi les 2 dames là, elles se sont fait des signes en disant ça c'est pour nous, c'est pour nous? Je sais pas, écoutez, c'est assez bizarre. Ces 2 dames, elles ont rien dit depuis le début. Pourtant, on a abordé des sujets, il y a eu des trucs quand même depuis le début de cette émission, des trucs importants et tout. L'autre, il ramène sa lessive à bulle et puis il y a leur visage qui s'illumine aux 2 dames. Mais le mien aussi va s'illuminer parce que ça va être... jamais vu très ça. bien pour faire des machines. On vous dit lessive à bulle, vous êtes contente. Mais oui, pourquoi? Parce qu'elles sont... J'aurais tout vu ici. C'est les petites filles de la mère de Mais non, parce que, c'est pas des ménagères de moins de 50 ans tout à fait comme les autres. Elles sont conscientes qu'elles sont comme un peu tout le monde. Elles ont tendance à surdoser. Nous avons tous tendance à surdoser la lessive. On en met trop. Heureusement est arrivé Super Croix, ou bien le chat bulle, ou bien
lequel toi Mire-couleur. Mire-couleur bulle, c'est la bonne dose au bon moment. C'est une sorte de petite poche comme ça, on dirait un berlingot. Hop, mais ça existe déjà. Ça existait déjà, sauf que là, c'est un peu mieux dosé. Le truc, il se dissout plus facilement, plus rapidement dans la flotte. C'était un moyen comme un autre pour vous dire que arrêtons de surdoser la lessive. Ça marche aussi bien quand on en met moins. Mais c'est une très bonne idée. Si vous n'avez pas aimé mon truc pour égayer mes vitres là, pour égayer ma vie, les fleurs, la vitrophanie qu'on met sur le... Moi, peut-être ça va vous plaire enfin quelque chose. Ah, quand même. Des interrupteurs et des prises électriques de taille normale, vous savez, le grand habituel. Alors ça, je craque. Regardez, hop, ils sont peints, colorés. Oui, j'en veux. C'est beau. Il m'en faut un rouge. Vous aviez avant un mur blanc. Oui, mais d'une je l'ai banalité peint, je vous le jure. voilà. Regardez, je le veux. c'est des crayons de couleur. Moi, j'en ai avec plein de traces de doigts dessus, ça le fait. Oui. Ah non, mais où là, c'est plus des traces de doigts. Non, mais c'est-à-dire qu'avant, on les voyait pas, mais maintenant, on voit plus que ça. Avant, parce qu'il y avait des traces de doigts, on ne voyait que la saleté, la crasse. Ça, c'est fabuleux. De toute façon, on ne peut pas cacher un interrupteur comme ceci. Ouais. Là, d'un seul coup, ça devient beau, ça égaye. Voilà. Avant, vous aviez des vitres sales, maintenant, vous avez les fleurs. Ah ben, je préfère les vitres sales, dirait Laurent Ruquier, qui est néophobe et réactionnaire. Moi, avant, j'avais les interrupteurs qui étaient moches. Et ben, maintenant, ils sont colorés. Ah ben, je préférais quand c'était moche, dirait le même Laurent Ruquier, qui est décidément très, très réactionnaire. Jérôme, alors arrête-toi. que regarde, un très bel interrupteur comme ceci. Non, il y a un souci. Comment voulez-vous que je sois intéressé? Vous me présentez des prises mâles, des prises femelles. Est-ce que vous avez des prises homosexuelles? C'est la multiprise. C'est, mais regarde, c'est top. un petit chat. Ou bien une grosse cerise. Oh, une prise avec la tête de Claude François. Ah non, ils ont des idées géniales. Mais on trouve ça où? On trouve ça sur europe1.fr. Et moi, j'ai un très bon interrupteur. Ça s'appelle le flash de 17h. On se retrouve après. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Jérémy Michalak, Jérôme Bonaldi, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro et Daniel Evenou. Bonjour Béatrice, bonjour Vincent. Bonjour. Béatrice est à Bordeaux, Vincent à Londres. Commençons par Béa. Comment vous allez Béa? On vous appelle pas Béa? Aussi, très souvent. Ah, j'étais sûr. Qu'est-ce que vous faites à Bordeaux? Je suis universitaire. Oula, pardon, je vous parlais. Excusez-nous. Je vais vous parler autrement maintenant. Universitaire, ça veut dire étudiante encore? Non, pas du tout. Maître de conférence. Maître de conférence. Quelle matière? Mais donc, voilà, quelle matière? Or, argent, bronze? En sociologie. En sociologie. Et vous apprenez des choses en écoutant l'émission? Ah, énormément. Évidemment, parce qu'il y a des études à faire sur nous. Hein. Oh, oui, beaucoup. Vous êtes des vrais sujets d'études. Ah bah oui. Quel sujet préférez-vous particulièrement dans l'émission? Oh, aujourd'hui, je dirais que je crois qu'il y a Isabelle. J'aime beaucoup Isabelle Motro. Ah, moi aussi, je vous aime beaucoup. Ah, mais c'est l'idole des universitaires, Isabelle. Exactement. Bon, Daniel est un peu trop folle pour moi, mais... Ah. Elle est sympathique, vous savez. En même temps, c'est un cas d'école. Ah oui, voilà. Béatrice, vous allez affronter Vincent, qui lui est à Londres. Hi, Vincent. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Alors, pourquoi avez pris le tunnel sous la Manche, vous? Simplement pour pouvoir glander avec les Anglais, être dans les bars et tout et tout. Vous êtes étudiant in London? Non, je fais absolument rien. C'est un glandeur, c'est génial. Glandeur professionnel, j'adore. Exactement. Mais vous avez une petite amie ou quelqu'un qui suit bien à vos besoins? Vous êtes gigolo? Non, j'ai une maman. Et... Qui envoie un petit chèque tous les mois. Et sa maman, elle est universitaire à Bordeaux. Elle est obligée de continuer ses études. Et d'ailleurs, je voudrais dire, maman, je t'aime très fort. Oh, si tu peux m'envoyer encore 2000 €. Mais alors, c'est quoi la maman? Elle est professeure aussi. Ben voilà. Professeure de société. Dans quel quartier vous vivez à Londres? Je vis à Lewisham, dans le sud de Londres. Voilà. C'est sympa la vie là-bas, vous êtes content? Ah oui, c'est vraiment sympa, Les gens sont vraiment... Enfin, c'est une autre mentalité que par rapport en France. Ils sont vraiment plus ouverts d'esprit. Eh oui. Vous parlez anglais? Pour le même niveau que Laurent, c'est-à-dire c'est assez lamentable, mais bon. Tu le prends comme tu veux. Ah mais Laurent, je vous adore. Soyez de toute façon, je vous adore vraiment. Mais moi aussi, Vincent, vous savez, faut se dire comme ça des mots d'amour pour pouvoir mais oui. Mais je vais en dire toute la nuit avec vous. Enfin, ouais. Oh là là. Et je
pourrais dire un petit mot, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, Vincent. Donc, je voudrais dire juste à Florence, mon amour, que je t'aime aussi, à Patrice, je t'emmerde prodigieusement, et à Margot, je t'emmerde profondément. Bon, va falloir choisir, là, parce que c'est pas clair, tout ça, hein, franchement. Hein. Bon, Vincent, Béatrice, je crois que vous avez un cas face à vous. Hein. On vous filera son numéro après. Attention, Béatrice, Vincent, vous allez peut-être vous aussi gagner le dernier FinePix HS10 de chez Fujifilm. En jeu cette semaine, l'appareil photo muni d'un spectaculaire zoom optique avec une amplitude de 30 fois qui permet d'envisager tous les cadrages, du paysage en plan large aux photos de... aux photos de détail les plus lointaines. Et blablabla, Fujifilm. Un zoom optique x30, c'est pas tous les jours. Non. À Caen. Vous connaissez la ville de Caen, Béatrice, même si vous êtes du côté de Bordeaux, et vous aussi, Vincent, même si vous êtes à Londres. À Caen, les Bas-Normands ont eu une mauvaise surprise quand ils ont voulu se rendre au musée des Beaux-Arts à Caen, de Caen. C'est pas la nouvelle école des Beaux-Arts? C'est pas la nouvelle école des Beaux-Arts, non? Non. Il y avait de l'eau dans les rues? Il y avait de l'eau dans les rues, non? C'était pas fermé. Les Bas-Normands ont eu une mauvaise surprise quand ils ont voulu se rendre depuis le début de la semaine au musée des Beaux-Arts de Caen. Il y avait un glissement de terrain. Non. On avait volé des œuvres. Encore un vol? Non. On avait graffé? On avait graffité? Non. Il y a une exposition particulière? Non. C'est quelque chose qui avait dedans. Il y a une exposition particulière, oui, comme toujours dans un musée. Hein, mais est-ce que c'est quelque chose qui était dedans et qui n'aurait pas dû y être? Non. C'était fermé? Non. Il rentre, il paye normal? C'était ouvert, oui. Il paye normal? C'est-à-dire? Et il paye le rentrée, il rentre dans le truc, et d'un seul coup, mauvaise surprise, c'est ça? Il paye le rentrée et rentre dans le truc. Et après, il paye le rentrée, il rentre dans le musée, et là, mauvaise surprise. Non, c'est avant. Avant. C'est devant le musée, en fait. Ils font ils payent l'entrée et ils rentrent. Malgré la mauvaise surprise, il paye l'entrée et il rentre. Ouais. C'est pas malgré la mauvaise surprise. C'est de l'eau, par exemple, qui s'était répandue devant et il fallait marcher dans l'eau pour pouvoir entrer. Vous venez de donner la bonne réponse sans savoir que c'était la bonne réponse. Qui ça? Tous. Goddamned. Béatrice, Vincent, il réveillez-vous. paye, alors que d'habitude, il paye pas. Il paye alors que d'habitude, c'est gratuit. C'était gratuit depuis 5 ans et c'est à nouveau payant depuis mardi. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Alors voilà, Isabelle donne la bonne réponse et elle n'a pas gagné l'appareil photo. Si, bien sûr. Pourquoi tu dis ça? Après 5 années de gratuité, la ville de Caen, dans le Calvados, a réinstauré l'entrée payante au musée des Beaux-Arts. C'était un test qui a quand même duré assez longtemps, 5 ans. Et puis au bout de 5 ans, ils se sont dit non, finalement. C'est dégueulasse. Voilà. Et évidemment, c'est assez critiqué parce que la gratuité, ça faisait plaisir à tout le monde. Mais bon, le nombre de visiteurs aux expositions temporaires qui, elle, étaient restées payantes, s'en est trouvé réduit. C'est-à-dire que les gens allaient voir, évidemment, la collection permanente au musée parce que c'était gratuit, et ils n'allaient pas aux expositions temporaires parce que c'était payant. D'où l'idée de refaire payer l'entrée. Alors vous savez que ça risque de leur coûter plus cher à la ville de Caen. Pourquoi? Parce qu'il faut fabriquer les billets, caissier et quelqu'un qui compte les billets, qui comptabilise, qui met le coffre-fort et tout. Il y a beaucoup de cas où la gratuité, c'est moins cher pour la ville elle-même. C'est pas parce qu'on fait payer 25 personnes qu'on gagne du fric. Au contraire, ça crée des emplois. J'aurais une autre idée, c'est que puisque les gens ne payent pas pour voir les expositions permanentes, eh bien, il n'y avait qu'à mettre les expositions temporaires, pas payantes non plus, gratuites. Et il y aurait plus de monde. Moi, ce qui m'énerve dans les musées, c'est, vous savez, parce que ça m'est arrivé dans un musée à Buenos Aires. Tiens, voilà. Non, mais je vous jure, c'est vrai. Ils m'ont perdu mon parapluie. Mais qu'est-ce que tu fous avec un parapluie à Buenos Aires? J'étais pas content. Il pleuvait. Autrement, je sors pas avec un parapluie, vous voyez. Et il l'avait pris à l'entrée. Alors ça, à l'entrée, on vous dit, il faut mettre vous êtes là avec le parapluie. Alors évidemment, on vous dit, il faut mettre le parapluie. Enfin, ils vous le disent pas comme ça, ils vous le disent en argentin. Déjà en plus. Il faut comprendre parapluie en argentin, quoi. Voilà, et umbrella. Et quelqu'un l'avait volé, alors. Alors, je vais donner mon parapluie, on me donne un petit ticket, évidemment, en échange de mon parapluie. Je visite l'exposition, je prends mon temps, j'en profite, je dis, magnifique. En argentin. Voilà, le beau portrait de Fangio, magnifique tango abstrait. Bon, vous voyez, des trucs argentins, quoi. Typiquement argentin. Qu'est-ce que je fais? Je cherche mon petit ticket. Déjà, coup de chance, je l'ai encore.
Je redonne mon ticket. Passionnant. Et alors? Plus de parapluie. Plus de parapluie. Non. Salaud. Incroyable. Comment ça s'est passé? Alors non mais alors là évidemment non mais c'est un bordel. Scandale. Mais non c'est pas un scandale, c'est que d'un seul coup vous avez la queue derrière vous des gens qui veulent récupérer leur imperméable, leur machin. Qui sont très agacés. C'est-à-dire qu'il y a plus de queue au truc des objets qu'on a confiés qu'à l'entrée du musée, vous voyez. Et le seul type responsable. Alors vous avez toujours 3-4 Français qui sont dans la queue qui font c'est encore Ruquier qui fait chier. non je vous jure, c'est une situation inconfortable. Hein. Je vous Mais jure. alors quoi finalement? Pleurs, grincement de dents, faut plainte. évidemment savoir qu'en plus, pourquoi j'étais embêté, c'est que ce parapluie n'était pas à moi. C'était à Europe 1? Non. À votre maman? Quand vous allez à Buenos Aires, vous emportez pas votre parapluie, vous voyez. Parapluie de l'hôtel. C'est l'hôtel qui vous prête un parapluie. Et moi, je suis comme ça, on me prête un parapluie, je le ramène, madame. Bah ouais. Alors j'ai demandé un mot. Nous avons égaré le parapluie, c'est pas vrai. Ils te l'ont écrit en espagnol, en argentin? Et dans la queue, on continue à dire décidément, il continue à faire chier. Et est-ce que tu es sûr Ça, que c'était le mardi. Le jeudi, je rentre à l'hôtel. Vous êtes toujours là, Béatrice et Vincent? Oui. Eh ben, vous avez perdu. On vous embrasse. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. On est bien tous ensemble. On va entamer le week-end en riant, en écoutant Laurent Ruquier. 39-21 d'ailleurs, si vous souhaitez assister à l'enregistrement de l'émission, c'est 34 centimes d'euros par minute l'appel. Tout à l'heure, on a évoqué la disparition de Ginette Garcin à l'âge de 82 ans. Rappelons quand même qu'elle avait tourné aussi bien avec Jean-Yann. Hein. C'était une habituée des films de Jean-Yann. C'est-à-dire que c'était la vraie comédienne appréciée des grands humoristes. C'est-à-dire qu'il y a eu Jean-Yann, y compris même des plus jeunes. Michael Youn, dès qu'il faisait un film, il la faisait tourner. Ginette Garcin. Elle était aussi Ma Dalton dans Les Dalton. Ginette Garcin, voilà. On lui a rendu hommage tout à l'heure en diffusant une chanson. Mais il y a un autre disparu moins célèbre, celui-là. Vous ne dites pas qui c'est, hein. Pardon? Vous ne dites surtout pas, vous n'expliquez pas qui c'est. Je vais vous dire. J'aurais du mal à dire qui c'est, je sais pas qui c'est. Voilà, formidable. Et là, moi, je suis sûr, en effet, et certain que vous ne connaissez pas Jack Harrison. Non, on connaît pas Jack Harrison. Un Écossais, il le connaît, je suis sûr. Un Écossais, un prof apparemment sans histoire qui vient de mourir à 97 ans. Sans doute même, vous n'avez jamais entendu prononcer son nom et pourtant, vous avez tous vibré au cinéma ou alors devant votre écran de télévision en suivant les péripéties de l'aventure qui a marqué sa vie. Parce que figurez-vous que Jack Harrison était le dernier survivant de La Grande Évasion. Et voilà. Le film La Grande Évasion? Non, pas du film, de l'histoire vraie. De l'histoire vraie. Bon, parce que La Grande Évasion qui a été portée à l'écran... la vraie Grande Évasion, c'est celle qu'il vient de connaître à 97 ans. Oui, ça c'est vrai, le pauvre, oui. Alors, bon, l'histoire, c'est l'histoire. Là, il n'y a personne qui le rattrapera. Hein. Non, jamais. Ça c'est sûr. Oui, là, il risque plus rien. L'évasion collective de quelques 200 pilotes prisonniers des Allemands, c'était en 1944, et qui a été porté à l'écran, un scénario que personne n'aurait pu inventer, tellement il est formidable, et qui a été porté à l'écran en 63 avec, rappelez-vous, dans les rôles principaux, Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn, Donald Pleasance, entre autres. Bon, rappelez-vous, les faux papiers et les costumes civils confectionnés pendant des mois, là, clandestinement par les prisonniers, les tunnels, 3 tunnels creusés sous les barbelés, et la terre qu'il fallait évacuer, et c'est là que Jack Harrison a un rôle très particulier, c'est lui qui est chargé de stocker et d'évacuer la terre, parce qu'il est le jardinier du camp. Pendant que les autres creusent. Voilà, bon, il est le jardinier du camp, et son boulot, c'est de faire croire aux gardiens, qui surveillent en permanence, et ils sont très très surveillés, je vais vous expliquer pourquoi, qui surveille en permanence que la terre, là, qui est remet partout, et ces énormes trucs de terre, c'est lui, c'est le fruit de son travail, il a bêché, il a étendu le potager du camp, enfin, etc. Bon, et ça marche, ça marche. Et ça se passait en 44, donc dans un stalag qui était à la frontière de la Pologne et de l'Allemagne, et qui était un stalag de haute sécurité, parce que figurez-vous, parmi les 10 000 prisonniers qui étaient là, c'est pas rien quand même, 10 000 prisonniers qui étaient en majorité des Anglais d'ailleurs, c'était tous des gens qui avaient auparavant essayer de s'évader au moins une fois. Mais tu confonds pas avec Papa Schultz? Non, pas du tout. C'est vrai que ça ressemble à la série. 10 000 zigotos avaient essayé de s'évader, soit au moment où ils étaient arrêtés, soit au moment où ils étaient dans un stalag, un autre camp. Donc on les avait regroupés dans un camp de haute surveillance. Et Jack Harrison, lui, était un pilote de la RAF qui a été fait prisonnier à sa première mission. Le type, il a une première mission sur l'Allemagne, paf, son avion est abattu, il fait prisonnier. Il était le numéro 98 sur la liste des 200 pilotes qui ont préparé cette grande évasion collective. Et figurez-vous que ça lui a sans doute sauvé la vie.
Parce que le jour J, c'était je crois le 24 mars 44, le jour J, les Allemands découvrent 2 des 3 tunnels. Dans le bas de combat bien évidemment, et sur les 200 candidats à l'évasion, qui étaient tous prêts, il y avait mis leur costume civil, qui avaient leurs faux papiers, etc., qui étaient prêts à s'engouffrer dans les tunnels, eh bien lui il a le numéro 98 et il y en a que 76 qui arrivent à passer par le 3e tunnel que les Allemands n'ont pas découvert et qui passent de l'autre côté des barbelés. Bon, 76, et sur ces 76, malheureusement, les Allemands vont les traquer à travers toute l'Allemagne, et sur ces 76, il y en a juste 3 qui arrivent à se mettre vraiment à l'abri et à s'évader. Et Steve McQueen. Et voilà. Forcément. Et alors, c'est très dramatique parce qu'il y en a 23 qui sont arrêtés et réincarcérés, et il y en a 50 qui sont fusillés sur ordre personnel d'Hitler, parce que il a compris une chose quand même dans cette histoire, que même si c'est un échec, c'est une formidable victoire morale dans un camp de haute sécurité que 76 personnes aient réussi à échapper au nez à la barbe des gardiens. Voilà. Donc voilà qui était Jack Harrison. Il vient de mourir. Avec lui, s'éteint la dernière. C'est-à-dire que lui, s'était pas évadé. Oui. Non. Et c'est comme ça qu'il a été rescapé, en fait. C'est comme ça qu'il a été rescapé. Enfin, comme quelques autres, hein. Mais justement, c'est comme lui qui avait eu un rôle clé dans cette histoire-là, puisque je vous rappelle, c'est lui qui a stocké la terre de ces énormes 3 tunnels qui faisaient quand même 111 mètres de long à 10 mètres de profondeur. Hein. C'était pas rien du tout. C'était vraiment un truc extraordinaire. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Bonjour. Petite précision Serge à propos de la phrase « Là où il y a de la vie, il y a de l'espoir » que vous avez attribuée hier à Cervantes, phrase extraite de Don Quichotte selon vous. Il faut savoir que cette phrase était déjà dans les idylles de l'auteur grec Théocrite, Serge. Ah oui, heureusement qu'on a des auditeurs qui cherchent. Hein. Moi, je suis pas allé jusque-là. Ah bah oui, mais quand même, là, c'est grave. Ah non, j'avais pourtant bien fouillé. Parce que moi, hier, j'avais pas encore reçu le mail. Alors, je suis dans un dîner, vous voyez. Ouais. Voilà. Avec des universitaires. Voilà, juste avant ma soirée au Murano, je suis dans un dîner, il y a des universitaires, des académiciens, puis à un moment donné, il y a toujours une dame à un moment donné qui dit « Ah bah tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Je fais « Ah bah oui, comme le disait Cervantes ». Et là, il y a un académicien qui me dit « Ah non, c'est Théocrite ». Bien sûr. Et moi, je passe pour un con. Vous voyez, Liado. Il fallait peut-être pas la placer tout de suite, il fallait attendre un peu. Hein? C'est drôle. Alors ça, franchement, faire attention à ce que vous dites, Sergio Liado. Théocrite, ah bah ouais, je connaissais pas Théocrite. Justement, on va devoir démêler le vrai du faux aujourd'hui, grâce à différentes affirmations que vous nous proposez. On commence évidemment tout de suite par la première, Serge. Oui, vous allez entendre 3 versions enchaînées d'une chanson qui est adaptée par Claude François. L'une d'entre elles, au moins, est une parodie qui est interprétée par un imitateur. C'est-à-dire qu'on va entendre 3 fois Claude François. Oui. Et il y en a un des 3 qui est un imitateur. Ou pas. Voilà, au moins un des 3, oui. Ou pas. Bah non, mais si vrai ou faux. Si vous nous dites qu'il y en a un des 3 qui est un imitateur, c'est qu'il y en a un des 3 qui est un imitateur. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Bah c'est vrai, autrement vous nous le feriez pas écouter. Ah bah passez-nous-les qu'on voit s'il y en a un ou pas. Clocher du village, une n'a sonné. Je travaille à l'usine, je suis plus d'un mois. Winchester cathédrale, je chante sans arrêt. C'est pas lui ça. Moi, je dirais que le C'est pas dernier, lui. on dirait un imitateur. Et le premier aussi. Je chante sans arrêt. Et le troisième aussi. Et le troisième. C'était vraiment Claude François tout le temps. Oui, c'était Claude François. Comme Mais il était quel très intérêt perfectionniste, il avait fait 3 versions de la même chanson. Ah non. Si vous commencez à demander quel intérêt a Daniel, on va très vite passer à la deuxième affirmation, Serge. D'accord. Alors la deuxième affirmation, le professeur Léon Schwarzenberg, qu'on entend ici dans l'heure de vérité, lit une déclaration. L'auteur de cette déclaration n'est autre que Harlem Désir, qui était à l'époque le porte-parole du mouvement SOS Racisme. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ce qu'il faut dire aux Algériens, si nous voulons en faire des Français, ce n'est pas qu'ils ont besoin de la France, mais que la France a besoin d'eux. Je ne crois pas qu'il existe plus de race algérienne qu'il n'existe de race française. Au lieu de dire aux musulmans, comme nous le faisons maintenant, vous nous coûtez très cher, vous êtes un fardeau, disons-leur, nous avons besoin de vous, vous êtes la jeunesse de la nation. On aurait tendance à penser que ça fait assez à la Harlem Désir, en effet. Elle est gentille, Isabelle, parce qu'il y a quelqu'un qui comprend le truc. Alors, Ça pourrait aussi très bien être Schwarzenberg lui-même qui pensait Ça comme pourrait ça. très bien être écrit 30 ans ou 20 ans avant. Oui, c'est peut-être même Théocrite qui est... Je suis sûr que tout est vrai, que c'est... Non, c'est faux, hein, Serge. Mais imagine Oui, que c'est faux. C'est une déclaration qui a été
faite le 29 janvier 1958 par Jean-Marie Le Pen, qui était alors député poujadiste à l'Assemblée nationale. Et on peut la retrouver dans le journal officiel de l'époque. Mais c'est pas lui qu'on entendait, évidemment. Non. C'est incroyable. Il était cité par Schwarzenberg. Il était cité, mais vous avez coupé le moment où il donne évidemment le nom de l'auteur. Voilà, exactement. J'avais coupé le nom de Le Pen. Oui, bien sûr. Sinon, Évidemment, on va trouver faire qu'en deviner. fait, Le Pen a écrit des trucs qu'on pourrait attribuer, que nous avons attribué de bonne foi à Harlem Désir. C'est fou. La troisième affirmation, parce que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Eh bien, ça c'est produit par un ex-manager de James Bond. Le jeune homme de 18 ans qui chante ici Brand New Man est aujourd'hui un chef d'État. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est sûrement vrai, parce que là, c'est pareil. C'est quand même Je vois pas pas où vous seriez allé chercher ça autrement. Voyez. L'intérêt, c'est surtout de découvrir des documents insolites. Voilà. Est-ce que ça serait Obama? Est-ce que ça serait Obama? Quatrième affirmation. Le président du Brésil. Non, mais est-ce que c'est Obama? C'est le président du Gabon, Ali Bongo. Voilà. On l'a reconnu tout de suite. Hein. Quatrième affirmation. À la fin de cet extrait, on entend un nom de journaliste. Enfin, non, il a été occulté par moi, par un bip. Et le nom du journaliste qui est occulté, c'est celui de notre camarade Claude Sarraute. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Eh bien, maintenant, voici Johnny Hallyday. Sur le cours de Vincennes, des places de la Nation à Paris, on dresse aujourd'hui le triste bilan de la nuit du twist. Oui, une voiture entièrement disloquée, 9 vitrines brisées, 2 becs de gaz abattus par les fans qui ont applaudi Johnny, Sylvie et Richard. Juste après le concert à la place de la Nation, qui n'était pas inspiré pour une fois, disait: quelle différence entre le twist et les discours d'Hitler au Reichstag. Ah oui, là c'est un journaliste ou une journaliste qui a dit ça à propos de Johnny Hallyday. Est-ce que c'est Claude Sarraute qui a écrit ça? Non. Eh ben on va dire oui. Elle n'a pas toujours été tendre avec Johnny. Moi à ses je dis débuts, oui. Mais en l'occurrence, non, c'était Philippe Bouvard. Ah ça c'est un document alors. T'as vu quand même les dégâts de l'époque, une voiture entièrement disloquée. C'est pas bien de rediffuser des archives de Philippe Bouvard parce qu'ils le font tous les jours sur RTL. Cinquième et dernière affirmation. Ben, c'est pas étonnant que Yesterday des Beatles ressemble tant à une musique classique parce que cette mélodie a été tout simplement inspirée par une pièce pour piano forte qui a été composée par Johann Christoph Friedrich Bach, le 16e enfant du grand Jean-Sébastien. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est beau ça. C'est beau. Non, je suis sûr que c'est faux. C'est beau, mais c'est court. Ben, je voulais vous épargner. Ça ressemble à Je du sais, Bach, c'est une mais enfin parodie, bon. c'est une parodie. Oui, exactement, Isabelle. C'est une reprise des chansons des Beatles qui a été faite par un pianiste classique dans un album qui est sorti en 1984. Ah, Ça s'appelait voilà, Bach Meets the Beatles. Isabelle Motro, vous venez de recevoir l'ordre du mérite de Serge Viado. Oui, ça, oui. Tu vas passer le week-end chez lui. Parce que nous, je crois qu'on a abandonné à partir de la deuxième affirmation. Non, Serge, c'était pas mal, hein, dans le fond, quand même. Mais il y en aura plus. Ah, non, mais c'est vrai, pour comme ça, un truc entre nous. Mais non, un truc qui passerait pas à la radio. Genre un soir, la campagne, tu Mais vraiment, un soir où on s'emmerde, alors. Allez, on vous embrasse à lundi, Serge. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Le livre de la semaine s'intitule Poète et paysan. C'est signé Jean-Louis Fournier, publié chez Stock. Jean-Louis Fournier, c'était l'auteur de Où on va papa. On avait parlé. C'était vraiment formidable ce livre. De ce livre, souvenez-vous, c'était il y a 1 ou 2 ans maintenant. Il a obtenu le prix Femina. C'était publié chez Stock en 2008. On ne voit pas le temps passer. Très beau livre. Et là, il publie un nouveau livre, Jean-Louis Fournier. C'était également le réalisateur de Des Proches. Oui, exactement. Et aussi, de la minute. Et aussi, il avait écrit La Noiraude. La Noiraude. Allô, c'est moi, La Noiraude. Tu sais, la grosse vache dans l'île aux enfants. C'était bien. Et Les mots des riches, les mots des pauvres aussi, qui avait été publié chez Anne Carrière. Bref, on l'aime plutôt bien, en fait, dans le fond, Jean-Louis Fournier. Mais est-ce que là, il ne va pas nous décevoir ou est-ce qu'au contraire, il continue dans la même lignée avec Poète et paysan, publié chez Stock. J'ai envie de commencer par vous, Jérôme Bonaldi. Il n'est pas décevant du tout. C'est formidable, ça se lit d'une seule traite. Comme La Noiraude. C'est l'histoire d'un gamin qui est parisien et qui se prépare à faire du cinéma. Il prépare une école et puis il tombe amoureux d'une fille, sauf que la fille, elle est fille de paysan dans le Nord, chez les Ch'tis. Et il est tellement amoureux d'elle qu'il décide d'abandonner ses études, de partir dans le Nord, d'apprendre le métier d'agriculteur, de paysan. Et il en bave, le pauvre. Il en bave. Et il découvre la campagne. Et puis finalement, il abandonne, quoi. Ça commence en exergue par une très jolie
petite phrase de Michel Audiard, c'est « À la campagne, le jour, on s'ennuie, la nuit, on a peur. » Ah, dites donc, exactement ça. alors, c'est ce que Bénichou nous dit régulièrement. Je ne pensais pas qu'il avait piqué à Audiard, le salaud. C'est un livre pour Bénichou. Ça raconte la campagne, ça raconte les vaches. Et il dit, il est dame pipi pour les vaches. Il récupère du fumier tout le temps. Il se lave les mains parce qu'il supporte pas l'odeur du fumier. C'est surtout des petits chapitres très courts, très bien écrits, avec un langage d'une simplicité évangélique et qui sont des petits bijoux, des petits ciselés à chaque fois. C'est formidable. Exemple, c'est écrit dans les années 60. Le malaise paysan, on l'a là. J'ai jamais aussi bien ressenti le malaise paysan qu'à travers ce roman, parce que c'est uniquement un roman. Poète et paysan, Isabelle Motro. Oui, c'est tout à fait charmant en fait. C'est à la fois charmant et très mélancolique parce que quand même ce qu'il raconte, en effet, on sent qu'il y a un malaise là qui est en train de s'insinuer dans la campagne. Et puis lui est assez triste parce que au fond il a épousé non pas la fille mais la cause d'une fille qui est fermière, enfin dont le père est fermier. Et puis en fait tout va mal quoi, tout va de plus en plus mal. Alors le style est vraiment assez délicieux. Et puis alors c'est découpé en tout petits morceaux, ce que tu disais, c'est des petites. On lit ça comme comment dire, des petites friandises qu'on avalerait. Regardez un petit exemple. Quand il va chez ces ch'tis là, dans un village imaginaire, on y pratique la polyculture betterave et blé. Le blé demande du soleil, la betterave demande de la pluie. C'est pratique. Ça permet aux cultivateurs, quel que soit le temps, de pouvoir se plaindre du temps. J'ai l'impression que ça a plu à Jérôme Bonaldi, à Isabelle Motro. Je vois Philippe Alfonsi faire une légère moue, mais avant de vous donner la parole, Philippe, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez des nouvelles de Daniel Evenou? J'ai l'impression que le Guronzan ne fait plus effet. Oui, Daniel s'est éteint. C'est pas du tout. Ah, ça fait un quart d'heure qu'on l'entend plus, je sais pas ce qui se passe. Ça devrait faire plaisir, j'écoute et j'apprends. Poète et paysan chez Stock, signé Jean-Louis Fournier, ça vous a moins plu, dites-le. Ouais, j'adore Fournier, mais là j'ai été un petit peu perturbé par ce livre, c'est vrai. Parce que tout ce qu'a dit Jérôme et Isabelle est vrai, hein, c'est charmant, c'est léger, ça se lit facilement. D'abord, je trouve que ce style tellement épuré, tout d'un coup, moi, ça m'a un petit peu déstabilisé, d'abord. Et puis, à part la charge qu'il fait contre les intellectuels qui reviennent à la Terre, non pas à travers le personnage principal qui, lui, le fait par amour, mais c'est vrai que là, il fait une charge contre les intellos qui reviennent à la Terre en faisant des mauvais fromages et en faisant chier tout le monde. Ça qui est assez vraiment, ça c'est drôle, voilà. Mais c'est le seul moment, moi, dans le livre où tout d'un coup, j'ai pétillé parce qu'il y a quelque chose, en effet, qui m'a fortement amusé. Bon, mais sinon, l'histoire elle-même, je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un tout petit peu autobiographique quand on connaît la vie très très compliquée de Fournier, ces mariages difficiles, ces divorces, etc. Il a été ouvrier agricole. Mais voilà, il a été donc, voilà. Alors ça, Ouais, si on le voit de ce point de vue-là, tout d'un coup, une espèce de confession de Fournier, un peu nostalgique, un peu rigolote. Bon, pourquoi pas? Mais tout d'un coup, moi, c'est vrai que j'ai été un peu extérieur au livre. J'en suis désolé parce que j'adore ce type. Mais ce type qui garde les vaches, qui regarde la génisse, qui le regarde d'un air amoureux et qui pense à Purcell et à Puccini, il y a sans arrêt comme ça des. Oui. Tu comprends avec Michael Vendetta, je crois. Non, je voudrais lire la 4e de couve parce que quand même, elle donne envie de lire le bouquin. C'est drôle. Ça a commencé comme une plaisanterie. On a beaucoup ri, on s'est embrassé, on s'est caressé. C'était doux, c'était chaud, j'étais bien. Je n'avais jamais été aussi bien de ma vie. Je ne suis redescendu du ciel que le lendemain matin, par l'escalier, titubant de bonheur. Naïf, je pensais que désormais, j'allais être heureux toujours. Avant d'avoir repris mes esprits, j'avais décidé de reprendre la ferme de son père. Quand on est amoureux, on devient un peu fou. Et comme je l'étais déjà un peu avant, j'étais capable de tout. Son père aurait été poissonnier, je reprenais la poissonnerie. Voilà comment il arrive à la campagne. Ça s'appelle Poète et paysan. C'est chez Stock. C'est plutôt réussi avec une petite réserve quand même de Philippe Alfonsi. On peut dire ça comme ça. Vous nous avez quand même donné envie de le lire. Eh ben alors c'est déjà ça. Voilà. Hein, franchement. De Palmas, Mon cœur ne bat plus et ensuite Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné. Motro. Pampan. Bonjour Monique. Bonjour. Tout va bien? Oui, il fait beau, alors ça va bien. Oui. Et on commence par Hachi, le film avec Richard Gere. C'est un homme et son chien, façon américaine, hein, mais c'est pas la version de Francis Huster avec Jean-Paul Belmondo. C'est Richard Gere qui adopte un petit chiot qui deviendra grand. Ce Hachi Parmentier m'a bien plu. Ah oui? Il est mitonné par mon Richard Gere préféré qu'il a aussi produit. Notre Riri prend le train chaque matin pour donner ses cours de musique dans une autre ville. Un jour, il tombe nez à nez avec une boule de poil, un petit chiot perdu. Il craint que nous aussi, c'est un Hachi, une grande race japonaise.
Il le ramène à la maison, et voilà. Et c'est leur histoire d'amour fou. Le chien va l'aimer à la folie, et il va être à la gare tous les soirs le chercher, et même après sa mort, il y sera là encore. J'avoue que j'ai pleuré. Hein. Ah bah, moi aussi. Hein. Faut aimer les chiens, évidemment. Hein. Mais moi, j'aime pas les chiens, j'en ai pas chez moi. Elle aime Richard Gere. Non, et puis j'aime le film, il est bien ce film. Isabelle. Oh, attends, c'est lamentable, tu pleures du début à la fin. Alors moi, j'ai pleuré d'ennui. Oh, elle continue. Hein. Oh, écoute, cette histoire de chien, on s'en fout. Alors. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie qui a inspiré un film japonais qui a fait un triomphe au Japon. Exactement, c'est un chien qui s'appelle Hachiko, qui est un chien japonais, qui est le chien le plus célèbre du Japon, qui pendant 9 ans, même après la mort de son maître, continuait à aller l'attendre à la sortie du boulot. Il a même une statue, le clébard, maintenant au Japon. Moi, je sens que je vais aimer. Je sens que je vais aimer. Oh non, oui, vous avez du cœur, vous, au moins. Il a un chien surtout. Attends, il faut pas avoir du cœur, faut avoir du canigou, là. Les mains en l'air, maintenant, un film de Romain Goupil avec Valéria Bruni-Tedeschi. Ah, ça, c'est génial. C'est sur les... le sujet, moi, je dirais pas que c'est génial, mais le sujet est très grave. Ben oui, c'est les expulsions des enfants. Les enfants d'étrangers sans papier à la sortie de l'école, c'est innommable. C'est un film politique, hein, évidemment. C'est un film politique, mais quand même rigolo, parce que le metteur en scène a choisi des enfants pour porter son message. Et ces enfants sont formidables, de naturel. Ils jouent pas, ou plutôt ils jouent vraiment, ils s'amusent. Dommage quand même. La mise en scène est un peu... Elle manque de souffle. Les mains en l'air, un film réalisé par Romain Goupil avec Valéria Bruni-Tedeschi, conseillé par Isabelle Motro. Très bien, Valéria. Hein. Et Monique Pantel. Hachi, Les mains en l'air. Allez, tiens, passons à une comédie française réalisée par Julien Rambaldi avec Marc Lavoine. On a vu pas mal d'affiches un peu partout en France. Marc Lavoine, François Martin Laval, Léa Drucker, Pascal Arbillot. C'est facile à reconnaître. Ce film, c'est Marc Lavoine avec des grosses moustaches, comme on l'a jamais vu. Qu'est-ce que ça vaut, Monique? Eh bien, ça vaut que c'est un film aigre-doux. Un couple sympa, enfin sympa. Entend les horreurs que disent sur eux les gens chez qui ils vont en week-end. Alors tant pis, ils y vont quand même, en décidant de se venger, ils vont faire péter leur vie. Comment ça s'appelle, Pascal Arbillot renverse un verre de vin rouge sur le canapé blanc, et voilà, et Marc Lavoine fait chier tout le monde. Et c'est le cas de dire, il a fait fortune dans les cabinets. Et il est crédible dans ce rôle, Marc Lavoine? Non, pas du tout. Mais moi j'ai eu l'impression que ce film en fait avait été une sorte d'erreur, c'est-à-dire que ils ont voulu faire un second degré appuyé, donc dans ce sens-là ça pourrait être assez drôle, mais ils sont pas allés assez loin. On oublie les meilleurs amis du monde. Voilà, c'est un peu dommage. Et on passe aux Amours secrètes, un film avec Anémone et Richard Boranger qui ont des petits rôles dans ce film quand même. Alors pour être secret, c'est secret. Moi j'ai rien compris. Anémone, on la voit de temps en temps. Oui, elle ne parle pas, elle pleure dans le film, de temps en temps, voilà. Mais elle a été bien payée pour faire la promo du film, elle m'a dit. Donc voilà, c'est pour ça qu'on l'a vu. Elle est peut-être la mère du Guette qui chante dans un cabaret en pleine campagne. C'est pendant l'occupation. Les Allemands, toujours les mêmes Allemands, 2 ou 3, sont ses clients. Alors il y a de temps en temps dans cette maison, il y a des réfugiés, par exemple Robert, qui s'enfuit parce qu'il est juif. Faire un film aussi incohérent et mal joué, c'est quand même un exploit. Écoutez, c'est facile. Franchement, pour résumer les sorties de la semaine, il n'y a que 2 choses à dire. Si vous aimez plutôt les films que conseille Isabelle Motro, vous allez voir Les mains en l'air, réalisé par Romain Goupil. Et d'ailleurs, Monique dit que c'est plutôt réussi aussi. C'est vraiment très bien. Et si vous aimez les films grand public, évidemment. Vous aimez les chiens. Efficaces, ça c'est sûr, à l'américaine, eh bien, vous suivez le conseil de Monique Pantel, vous allez voir Richard Gere avec Hachi. Ça vous va, Monique? Bravo. Et puis la semaine prochaine, on a des bons films, enfin. Parfait. Oui. Et dans un instant, notre invité d'honneur qu'il faudra identifier, ce sera après les titres de 18h. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Notre invité va rester avec nous jusqu'à 18h30. Dans un premier temps, voix cachée, voix mystérieuse, à qui on va dire bonjour tout de suite. Bonjour. Ah oui, ça c'est un gros mec, ça. Je suis sûr que c'est un gros mec. Pour une voix mystérieuse, c'est une voix mystérieuse. Attention, mes camarades sont malins. Oui, non, phrase courte. Et on se retrouvera dans le studio dans quelques instants, une fois qu'ils vous auront découvert. C'est parti. Alors, vous êtes un homme, bien sûr. Est-ce que vous avez une voix comme ça dans la vie très aiguë? Est-ce que vous avez fait des enfants avec votre voix là? Non.
C'est délirant. C'est Flipper le dauphin, notre invité. C'est le dauphin. Il a dit oui plein, c'est un séducteur. C'est un séducteur alors. Combien d'enfants? 3 enfants. Avec la même femme? Jamais chez les dauphins, c'est un truc qui... Jamais la même femme. Elle s'est barrée à cause de votre voix. Est-ce que vous allez regarder le football ce soir? Non. Non. Non, il a dit. Ah, un homme sympathique donc. Donc vous n'aimez pas le foot? Est-ce que vous êtes acteur? Au cinéma? Et des films où vous jouez, à part Flipper le dauphin, on vous a vu, vous étiez formidable. Ah non mais attention, il a fait Oum aussi. Et c'était vous dans Skippy? Au cinéma, vous avez fait les rôles de méchants. Des rôles tristes? Pas de comédie. Ah, tu vas le faire chialer. Il a fait des rôles tristes, il a fait des comédies, les deux. Et de criminel déjà, vous avez déjà fait criminel? Est-ce que vous jouez aussi dans des téléfilms? Non. Et au théâtre? Au théâtre, non. Donc que du cinoche. De la téloche aussi ou pas? Non, il a dit. Non. Pas de téloche. Un petit peu. Dans une série. Récurrente? Non, vous êtes animateur à la télé? Non. Du style lancer de saucisse. Est-ce que vous connaissez bien Jérôme Bonaldi? Oh là là! Est-ce que vous pouvez nous raconter des trucs salaces sur Jérôme Bonaldi? Non. On n'avait pas le droit à ces questions-là. Non. Je suis surpris par la rapidité avec laquelle vous avez Lucky Luke. trouvé ça. Lucky Luke. Donc Est-ce que vous connaissez par cœur les paroles de l'Ajaxienne? Ah, donc Pas bien, ça. c'est pas, tu vois, pas si simple. Ah, alors attendez, peut-être qu'ils sont sur une mauvaise piste, tous mes camarades. Comment vérifier? Attendez. Attends, avez-vous des parents célèbres? Une maman et un papa. Oui, des parents. Et une fille. Des parents, quoi, en fait. Et une fille qui réussit bien. Ça alors. Il y a que Philippe Alfonsi qui est largué manifestement. oui. Philippe, pour vous, un troisième indice. Quand tu veux. Ça vous met sur une piste, Philippe Alfonsi? Oui. Alors. Oui, non. Oui. Oui. Alors ils sont 5, ça y est, à avoir le nom de notre. Moi je pense que Philippe il bluffe. Hein. Ah oui. Non. Allez-y, Philippe Alfonsi. Votre prénom est Antoine? Ça c'est une question. Elle est con votre question. Si je l'avais posé, vous auriez. Et pourquoi pas votre nom est de Cône aussi tant que vous y êtes alors. Non mais alors vraiment il est nul ça, Alfonsi. Alors donc vous avez deviné que notre invité est Antoine de Caunes. La voix géniale. Ah oui, alors évidemment ça. C'est incroyable. Bonjour. Parce qu'il n'était même pas déformé, c'est vous qui le faisiez, voilà. C'est lui-même. C'est plus efficace que quand il déforme la voix. Génial, techniquement, je vais vous dire. Mais là, je la déforme tout seul. Mais oui, c'est ce que je dis, c'est beaucoup plus efficace comme ça, effectivement, parce qu'ils ont un mic de chien toujours à transformer les voix. Bienvenue Antoine de Caunes. Je suis surpris parce que je pensais pas que Lucky Luke, autrement je l'aurais pas mis si tôt cet indice. Lucky Luke les a mis à ce point sur la voix Bonaldi. Tu pensais bosser avec des cons? Je voudrais comprendre pourquoi la question sur l'Ajaxienne. Alors j'ai rien compris là. À cause de Napoléon. Napoléon, l'Ajaxienne. Le film. Oui. On va revenir sur les Philippe. sur les différents indices. Alors le premier indice c'était effectivement ce Plus vif que le serpent, c'est Cobra. Personne ne l'aperçoit, c'est Cobra.
C'est tout simplement Antoine Decaune qui a écrit les paroles de ce générique. Il y a très très longtemps, oui, dans une vie précédente, à l'époque où je prenais beaucoup de drogue. Et d'ailleurs, vous écriviez ça sous le nom de Paul Persavon. Oui. Pour rester propre. C'est quand même incroyable. Vous avez pris un pseudonyme. C'était avec Jean-Luc Azoulay. Alors. Ah, c'est pour ça que c'est un pseudonyme. C'est pour ça qu'il fallait rester propre. Oui. Et toutes les chansons de Dorothée, c'est vous aussi qui les avez écrites? Non, ça je promets. Avouez-le. Je jure. Avouez-le. Nous savons les moyens. Non, c'est pas vous, c'est sûr. Ni les musclés, je jure. L'autre indice. Alors là, faut que vous m'expliquiez. Juste avant, on avait posé à notre invité mystère à l'époque une question. Est-ce que vous avez déjà fait des voix de dessin animé? Et paf, arrive Lucky Luke, ça m'a fait le lien. C'est la voix du dessin animé Lucky Luke. Oui. Alors que moi, c'était pas pour ça que j'avais choisi cet indice. C'était pas pour la voix de Lucky Luke. Parce que j'aime Lucky Luke? Parce que vous avez chanté Lucky Luke. Moi chanter? Ah oui. Non. Il n'a pas peur de personne. Pas chanter ça. Pas surtout des Dalton. C'est pas mal quand même déjà. C'est pas ce que j'appelle chanter. On va pas repasser Charles Aznavour, parce que déjà on recherche encore sa deuxième chaussure en Arménie, mais en revanche, il faut quand même rappeler que effectivement c'est la première émission quasiment que vous avez présentée, Chorus. C'est la première. La première. Ouais, voilà. ouais. C'est pour les tromper que vous avez dit non, la télé quasi pas, parce que quand même vous avez été animateur, Antoine Decaune. Oui, mais il y a longtemps. Ah, il y a longtemps. Ça, c'est vrai. Vous êtes aussi président, en tout cas, comme chaque année, d'honneur du festival Solidays. Ah oui, alors c'est quoi la différence entre président d'honneur et président je ne sais pas. Président d'honneur, il fait moins que président tout court. C'est une bonne question. Non, président d'honneur, vous êtes... T'es pas responsable des comptes. Si jamais quelqu'un les tourne, c'est pas de ta faute. Oui, je mets pas le nez dans la comptabilité, mais je sers un peu de tête de gondole à l'association et je les aide à communiquer autour des événements. C'est réussi, puisque chaque année on parle effectivement des journées Solidays sur l'hippodrome de Longchamp. Ouais. Ça se passe là les 25, 26 et 27 juin, vendredi, samedi et dimanche. Il y a une belle affiche, vous allez me dire si elle est confirmée, parce que parfois ça évolue, comme on dit, mais je savais déjà que Vanessa Paradis serait présente, c'est toujours vrai. Confirmé. Voilà, ça sera le samedi, Jacques Higelin sera confirmé. Là aussi. Diams. Confirmé. Les Bébés Brunes. Confirmé. Yvan Le Bolloc et sa guitare confirmé. Qui s'appelle Revient. Ça c'est intéressant, c'est un groupe qui cartonne. Le dimanche. Pony Ron Ron. Ah oui. Mathieu Chédid. Oui. Ariane Moffat. Confirmé. Et alors il y a un groupe très intéressant qui s'appelle Staff Benda Bilili. C'est quoi ça? C'est de la rumba congolaise. Ah oui. En fait, il s'agit d'un groupe de paraplégiques qui joue en fauteuil roulant. Je vous le conseille vivement. Et ça marche? C'est vachement bien. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est un message d'espoir. Pourquoi pas? Que lui pour faire ça. Est-ce qu'il y aura Carla Bruni Tedeschi? Elle n'est pas annoncée, hein. Non. Enfin, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Attention. Il y aura Archive quand même pour y annoncer Archive. Cassabian. Et oui, et il y a une belle affiche dès le vendredi. Olivia Ruiz, Féfé, Revolver, qu'on écoute souvent sur Europe 1. C'est dur à prononcer. Ah oui, je vais pas tout annoncer parce que quand même. Il y a Gush, c'est vachement bien Gush. Ah ouais. Faites votre marché, vous alors. Je regarde. Pony Ron, déjà, c'est vachement bien. Il y a je ne sais combien de concerts sur 3 jours, et puis il y a toujours ce qui fait l'âme de Solidays. C'est un festival pas tout à fait comme les autres, c'est que les gens viennent évidemment parce qu'il y a beaucoup de musique et que c'est un festival plutôt joyeux sur l'hippodrome de Longchamp, mais il se passe aussi qu'on invite une centaine d'associations qui travaillent sur le terrain du sida, avec lesquelles on collabore depuis de nombreuses années, qui ont un village au milieu du site, et voilà, tout le monde passe par là. Donc il y a de la musique, il y a une parole qui circule, il y a des débats, des forums, des attractions. C'est un joyeux bordel et je vous recommande vivement d'y venir. 12e édition des Solidays, 25, 26 et 27 juin. Et on distribue des préservatifs, et à ce titre, j'en ai apporté quelques-uns. C'est bien. Distribuez-les, on en parle tout de suite après la pub. Profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier, son invité d'honneur, monsieur Antoine Decaune. Antoine Decaune est notre invité. Mais il distribue des préservatifs. Antoine Decaune est notre invité. Il a un succès fou d'un seul coup, Antoine Decaune. Président d'honneur des Solidays. Bah oui, elles sont gratuites les capotes là. Alors évidemment, ça marche du tonnerre de Dieu. Il est en train d'en tester une, Bonaldi. Mais tu la mets pas quand on est à côté, t'es gentil. La vôtre doit encore être percée ou crevée, évidemment, parce que ça peut pas marcher autrement avec vous, Bonaldi. 80 concerts contre le sida à l'affiche des Solidays. Moi,
moi, je dois avouer que je connais pas tout, parce que j'ai cité évidemment les noms les plus connus, les plus célèbres. Effectivement, vous avez eu raison de rappeler qu'il y avait le groupe Archive, Féfé, moi j'ai dit Olivia Ruiz, mais alors il y a des noms. Là, j'aimerais quand même me tourner vers le... Vous êtes resté un spécialiste du rock Oui, ça dépend. Hein. Ouais. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il se passe tellement de choses que c'est difficile de tout suivre. Oui, ouais. Hocus Pocus, vous savez ça? Hocus Pocus, non. Non, si, mon voisin est plus expert là. Non, je fais semblant. Vous connaissez Hocus Pocus? Moi aussi, je connais. Ça, c'est le vendredi, Hocus Pocus. On les a même vus à la fête de la musique. Blood Red Shoes. Pas mal. Ah. Non, moi j'en ai un que j'aime bien. Ah oui, Blood Red Shoes, un blood. Ah, Blood Red Shoes. Ah oui, oui. Jeff Lang, il passe le dimanche. C'est un type qui fait du blues. Blues rock assez classique, mais qui est absolument génial sur scène. Qu'on a connu sous le prénom de Jack à une époque. Jack qui nous fait toujours une petite visite à Noël sur le site. Il manquerait plus qu'il vienne pas, Jack Lang. Alors, c'est à la fois la fête de la musique et la fête des jeunes, les Solidaires. C'est la fête des jeunes. Et puis il y a aussi, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, il y a dans toutes les animations sur le site, il y a un parcours qui est extraordinaire qui s'appelle Sex in the City, sur toutes les pratiques à risque. Alors là, c'est pour Isabelle Motro qui suit ce feuilleton régulièrement. Non, c'est pas qu'elle ait des pratiques à risque. Mais encore que si, elle fait le cinéma avec Monique Pantel tous les vendredis. C'est hard, hein. C'est quand même assez difficile, il faut le dire. Je vous dis ça parce que c'est important que les gens essaient de s'imaginer, ceux qui ne sont pas encore venus à Solidaise, quelle est l'atmosphère très particulière qu'il y a sur ce festival. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la musique non-stop pendant 3 jours. Il y a plusieurs scènes. Il y a ce village associatif dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a ces expositions qu'on visite, mais qui n'ont rien de chiant, de moral. In vivo. In vivo, oui, absolument. C'est le thème de l'année. Ouais, c'est le thème de l'année. Et puis voilà, c'est une atmosphère très... Mais moi, je suis encore jamais venu. Et c'est vrai qu'il faudrait que je vienne une fois quand même au bout de 12 éditions. Mais parce qu'il me semblait qu'avant c'était en plein mois de juillet. Hein. C'était pas en non, plein... c'était début juillet. Tout début juillet. Mais c'est ça, début juillet. On a monté sur moi, le 30 juin. et là, c'est avancé par rapport à d'habitude, non? Et puis aucune excuse, Laurent. Voilà, mais c'est ça, parce que moi j'avais bien l'impression que c'était en juillet à chaque fois. Ouais, c'était toujours le premier week-end de juillet, puis on a remonté au dernier week-end de juillet. C'est cher l'entrée. Alors d'habitude, on peut acheter un pass pour 3 jours, mais ça c'est fini, ils sont tous partis. Il y avait un pass pour 2 jours, ils sont tous partis aussi. On peut plus acheter que des places pour la journée. C'est 32 € si je ne dis pas. Et j'ai la journée entière. La journée entière. Et évidemment, tout ça va aux associations de lutte contre le sida. Absolument. Il faut quand même le rappeler. Jusqu'au dernier centime. Tu dis merci à Bertrand. Il te fait de la pub partout. Le maire de Paris. Bah oui, il nous soutient depuis le départ. Il nous et puis lui et évidemment tous les partenaires, la mairie de Paris, mais c'est pas le seul. Des gens du Rex, qui sont fidèles au festival et sans lesquels on pourrait pas faire monter une opération pareille, quoi. J'oublie un instant Solidaise parce que vous avez dit vraiment que vous n'aimiez pas le football tout à l'heure avec la voix déformée. Enfin. Ça veut dire que là, pendant les 3 semaines, vous n'allez regarder aucun match et que je vais profiter du fait que Paris va être très calme pour aller voir des spectacles. Mais vraiment, ça ne vous intéresse pas du tout. Mais pas du tout. Ça alors, je me trompe ou votre papa Georges Decour en a quand même commenté Voilà, je crois que ça vient de là. Il me traînait sur les stades tous les samedis après-midi parce qu'il commentait et le match et le rugby. Alors je ne sais pas, j'ai pas du tout la même prévention vis-à-vis du rugby. J'adore le rugby. Et vis-à-vis du cyclisme aussi, évidemment. Cyclisme, alors là, ne touchons pas au sport sacré par excellence. Vous allez suivre le Tour de France. Est-ce que vous croyez à cette histoire de moteur dans les cadres? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'en ai commandé un. J'adore. Non, mais sérieusement, c'était une rumeur, c'était de la connerie cette histoire? Non, c'est plausible. C'est plausible. Mais quand on regarde les images au ralenti, c'est un peu étrange. Hein. Ouais. Parce qu'il a vraiment des mouvements de main qui ne sont pas tellement surtout, il démarre d'un coup, il part d'un coup. Mais surtout quand il double la moto, c'est vachement louche, quoi. Antoine Decaune est aussi acteur, réalisateur. Le dernier film réalisé, c'était Coluche, l'histoire d'un mec. Et je vois sur Internet prochainement Le Montespan. Alors j'imagine que c'est l'adaptation du bouquin de Jean Telet. Oui, mais ça, c'est voilà pourquoi il faut faire gaffe honnête. C'est que ça, c'était un projet il y a 2 ans qui malheureusement ne se fera pas. C'est dommage parce que c'était une belle idée. Ouais. Oui, c'est une belle idée, mais bonne nouvelle, c'est Olivier Marchal qui va le faire. Ah bon, donc il y aura quand même un Montespan. Alors vous allez travailler sur quel film alors? Moi, je travaille en ce moment sur un film que je dois faire pour Canal à la rentrée sur l'affaire Yann Pia. Oula! Ouais, un unitaire qui fut descendu dans le Var. Exactement. Qui était député ex-Front National et qui effectivement voulait un peu nettoyer le département. Exactement. Qui est une histoire assez extraordinaire. Et puis je termine un livre que je rends fin juin. Et puis ça parle de quoi le livre? C'est un dictionnaire amoureux du rock.
Ah, c'est pour Plon, ça, alors. C'est dans la fameuse collection. Mais l'actualité, c'est avant tout l'actualité de président d'honneur d'Antoine de Caunes. Yes, sir. Président des Solidays, 25, 26 et 27 juin prochain à l'hippodrome de Longchamp. Ça n'a pas changé en 12 ans, hein. Ça a toujours été là-bas. Merci d'être venu jouer à l'invité mystère avec nous. Merci. Et merci à vous, Laurent. Rendez-vous lundi en direct sur Europe 1. Puis il y a aussi les best-of tout le week-end. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30.